Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 424 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place aux Brooklyn Nets dans notre série des bilans 2025, équipe par équipe, cette fois-ci les Nets, avec quelqu'un qui est calé en scouting pour se faire titouan cronier de envergure. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025 avec cette fois-ci les Brooklyn Nets. Et pour parler des Nets, nous recevons quelqu'un qui est très fan de scouting et donc il est très heureux que ces Celtics de l'an prochain vont jouer la draft. C'est Titouan, comment ça va Titouan ? Bah, ça va très bien. Et oui, effectivement, je suis pressé de scouter le futur first pick de draft puisqu'on sait qu'il finira à Boston. Ah oui. D'après la théorie de Guillaume. Enfin, non, la théorie d'Adam Silver. La théorie, alors pas que Adam Silver, hein, même à l'époque de David Stern, hein, tu sais, dès qu'on avait un changement de propriétaire en termes de franchise, il avait le first pick. Alors, les Lakers n'ont pas eu le first pick, ils se sont fait racheter, ils ont eu Luka Doncic, dans le grand complot, mais des choses. Mais en général, quand ta franchise se fait racheter, t'as des chances d'avoir le first pick, on va dire, Anthony Davis ou des trucs comme ça. Bon, laissons le complot de côté. Non, je t'avais invité pour les Nets parce que toi, tu es fan de scouting, on va en parler, donc je me suis dit, bah, c'est quand même la personne idoine pour parler des jeunes pousses de Brooklyn. Mais effectivement, je pensais pas qu'il y aurait aussi un lien avec tes Celtics, tes Boston Celtics, également avec le scouting. Comment on va aborder l'an prochain en tant que fan de Boston Comment on va l'aborder pour le coup, on va l'aborder pour une fois depuis longtemps. On va l'aborder sans aucune pression entre guillemets de résultats. Où en fait, Ouais, on va regarder les matchs des Celtics en se disant oui, advienne que pourra. ouais, effectivement. Ça va te faire du bien. 40 minutes de Jaylen Brown à 40% d'usage. Je pense que il y a certains fans des Celtics qui l'aiment un peu moins que d'autres, peut-être on peut le dire comme ça. Bon bref, Titouan, ancien du Café Crème Sport, mais surtout Titouan du podcast, justement, Le Trèfle, le podcast sur les Boston Celtics. Et également, depuis cette année, si je dis pas de bêtises, tu as aussi rejoint Envergure. Qu'est-ce que ça fait alors de rejoindre Envergure et de couvrir la draft tout au long de l'année ? Ouais, c'est ça depuis cette année et ce que ça fait, c'est cool, hein, et je veux pas du tout dénigrer le travail qu'on a fait et qu'ont fait mes confrères au Café Crème Sport, que je salue, qui m'ont donné cette opportunité. Mais c'est vrai que Envergure, Ouais. on était un peu plus nombreux et on avait quand même un peu plus de je veux pas dire de budget parce qu'on n'a pas de budget, mais disons qu'on avait oui un peu plus de force de frappe, on va dire, pour pouvoir scouter et s'organiser et faire beaucoup plus de contenu. Donc c'est vraiment cool. Le podcast Le Trèfle aussi, un peu d'actu, ou est-ce qu'on est un peu en mode vacances en ce moment sur le podcast spécial Boston ? Eh c'est à cause de Brad Stevens, on est en vacances en fait. Non mais on voulait faire l'actu sur la free agency des Celtics parce qu'on s'attendait à beaucoup de mouvements après les trades de Porzingis et Jrue Holiday. On a fait un épisode sur les trades de Jrue Holiday et Porzingis et on pensait que Anthony Simons ou mince, j'ai perdu son nom, celui qui est venu en échange de Porzingis, le minivan là, George Niang. George Niang, merci. On pensait qu'ils allaient être retradés plus ou moins Ouais. dans la foulée. Il y avait pas mal de rumeurs et tout ça. On s'était même dit peut-être que Brad Stevens va appuyer sur le bouton rouge et même Derrick White ou Jaylen Brown allaient être tradés. Et finalement, pour l'instant, c'est un peu silence radio. On a fait des petites signatures qui sont, on va dire, Luka Garza, Josh Mino. On a un peu du mal à se hyper parce que c'est des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup jouer en NBA pour l'instant. Donc oui, finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un épisode vu le peu de mouvement qu'il y avait. Mais on va voir, l'intersaison n'est pas finie encore. Après, il y a aussi peut-être des projets de podcasts un peu autres. Je sais que vous avez un peu une série en cours là sur présentation des joueurs de l'effectif depuis quelques années. Il y avait un épisode spécial Marcus Smart, d'ailleurs. Un sur Tatum aussi, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Vous faites un peu un tour d'effectif, quoi. C'est ça, on a lancé une série Focus où on fait. D'ailleurs, il me semble que toi, tu avais fait aussi un peu un truc dans ce genre-là. Oui, j'ai fait Smart avec vous, chez vous. Ouais, ça. Et on avait fait White ensemble chez toi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai. De mémoire. C'est vrai. Mais du coup, et en plus, c'est vrai qu'on l'avait fait sur
Porzingis aussi, avec FD. Et oui, donc du coup, on a une série, on fait des podcasts un peu, bah, justement, un peu focus sur un joueur de l'effectif. Et assez drôle, mais à chaque fois qu'on le fait, le joueur finit par se faire trader quelques mois plus tard. Parce qu'on l'a fait sur Smart, il s'était fait trader, on l'a fait sur Grant Williams, il s'était fait trader, on l'a fait sur Porzingis, il s'est fait trader. Il y a que White et les Jays pour l'instant qui ont survécu Pour l'instant. Pour l'instant, pour pour l'instant. l'instant. Voilà. Bref, donc les bilans 2025, aujourd'hui, les Brooklyn Nets, et à travers notre format habituel, les 10 stats de la saison, donc 10 points clés surtout, soit des stats intéressantes, soit des stats qui en soi peuvent nous servir de prétexte à aborder plein de petits sujets. Aujourd'hui, donc Brooklyn, une équipe qui collectivement a été assez poussive, mais justement, on va en parler sans plus attendre. Je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Brooklyn Nets 2025 ? Alors, ma première stat, c'est 0,86. Ça ressemble à un ratio de playmaking, ça. Exactement. Et de qui? Deron Sharp, il me semble, non? Non, alors je vais pas noter celui de Deron Sharp. Non, Deron Sharp, c'est 0,83. Alors, c'est Claxton. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, pourquoi j'ai choisi cette stat-là? Parce que je pense que offensivement, Claxton, c'est un peu un produit fini, entre guillemets, ou enfin, du moins, je pense pas que le tir viendra. Et ça restera un poseur d'écran moyen qui est limité par son profil physique. Mais finalement, le passing est peut-être le seul skill offensif où une progression notable est possible et qui pourrait le faire passer à un niveau vraiment supérieur dans l'attaque. Et je trouve du coup ce ratio de playmaking, comme tu l'appelles, qui est vraiment intéressant parce que quand tu arrives à 0,86, 0,90, tu arrives quand même à un niveau où le joueur n'est pas vraiment juste un finisseur, mais voilà, où tu as vraiment un passing développé, ou du moins en termes de volume. Et c'est vrai qu'on a vu cette saison, alors aussi dans le jeu on en parlera peut-être un peu après, mais dans le jeu de Jordi Fernandez, qui est beaucoup plus dans le mouvement et dans la transition. Il y a eu beaucoup plus de transition cette année, et Claxton a eu pas mal de charges en fait sur cette partie playmaking, sur du short roll ou sur de la passe à partir du post-up. Et je trouve que c'est vraiment des choses intéressantes, surtout pour des grands pivots comme ça, qui peuvent trouver des angles que certains ne peuvent pas trouver. Et donc voilà, pour parler un peu du passing chez les intérieurs, et là en particulier chez Claxton, que je trouve très intéressant et qui rend le profil plus polyvalent et plus valuable qu'il ne l'était déjà. Bah, c'est vrai que tu parles un peu de produit fini, je suis un peu d'accord, mine de rien. Bon, c'est normal, hein, ça commence à être un mec, il a quoi, 24, 25, un truc comme ça, peut-être un peu Il a plus. 26, je crois même déjà. Voilà, 26 même, carrément. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est un produit fini. Bon, je pense que c'est pas dérangeant parce que c'est un produit fini qui est déjà très bon. Pour moi, c'est quand même un pivot calibre titulaire NBA qui l'a été quand il était très jeune et qui, je pense, ne l'est pas. Enfin, il l'est un peu dans des mauvaises équipes, mais tu vois, moi, j'ai aucun souci à le transposer dans une bonne équipe. Il a aussi un long contrat qui a été fait pour ça, pour se faire échanger. Mais au-delà du côté produit fini, je sais pas si tu suivais déjà la draft en 2019, mais c'est vrai qu'il y avait un peu une petite hype à l'époque, en tant que, on parlait un peu de point center même de Claxton. Alors bon, c'était parfois un peu exagéré, mais il y avait un peu cette idée que le pivot Claxton en 2019 à Georgia avait un peu parfois des accents de, non pas de meneur, mais de porteur de balle en un sens. Et c'est quelque chose que, tu vois, j'ai toujours un peu regretté qu'on ne voit pas trop en NBA. Et il arrivait, donc voilà, il arrive dans cette équipe en 2020. Il fait quelques matchs à peine, et ensuite, surtout on le voit après avec l'époque Big Three, hein, avec Harden, Durant et Kyrie. Il s'installe un peu pivot à pas mal de temps de jeu dans cette équipe, mais tu vois, on avait un aspect beaucoup plus catch and finish, très basique en fait. Et c'est là-dessus que moi je l'aime bien pour le coup. Mais on n'avait jamais retrouvé ce côté passing. Et en effet, on a un ratio qui se rapproche du 1. Donc le ratio de playmaking, c'est assist percentage divisé par usage percentage, donc le taux d'utilisation. Donc grosso modo, tu as un ratio qui te calcule à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. Hein. Je réexplique aux nouveaux auditeurs. Et c'est pas du tout ce qu'on avait avant, quoi. Donc en effet, je suis assez intéressé, assez intrigué de voir à quel point est-ce qu'on peut pas un peu plus l'utiliser là-dessus. Non pas imaginer que ça va être Jokic au poste haut ou poste bas ou ce genre de configuration, mais ne serait-ce que sur des jeux de main à main, sur des dribble and off, c'est quand même, je pense, un mec qui a un peu le passif pour prendre de bonnes décisions. Donc ça pourrait un peu rajouter au profil de juste rim runner, quoi, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et en plus, je pense que à son début de carrière, pour le coup, si on l'a pas vu beaucoup, c'est comme tu l'as dit, plus à cause du contexte dans lequel il évoluait que vraiment des Ouais. skills qu'il n'avait pas encore. Parce qu'en fait, quand tu as Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving,
t'as pas vraiment besoin d'avoir un pivot qui fait des passes en plus. Enfin, Ouais. c'est mieux, mais disons que c'est pas vraiment ce qu'on lui demandait. Et du coup, ouais, c'est super intéressant de le voir dans ce rôle-là. Et moi, ce qui m'a étonné quand je l'ai vu cette année avoir ce volume de passes et surtout faire des passes qui sont quand même assez intéressantes. Alors, comme tu as dit, c'est pas du Şengün, du Jokic, mais tu as quand même du passing intéressant. J'étais étonné parce que je trouve que pour faire du passing comme ça, il te faut, alors évidemment, il y a toute la partie vision, lecture du jeu, etc. Mais il faut aussi avoir une certaine dextérité au niveau des mains pour pouvoir lâcher la balle de la bonne façon au bon endroit. Et j'étais un peu assez étonné parce que pour le coup, les mains en termes de finition, de toucher de Claxton ne sont pas forcément les plus sûres de la NBA, on va dire. Ouais. Mais non, en tout cas, alors, je vais pas forcément faire un cours de ça ici sur le Basket Lab parce que je pense que tu en as déjà parlé énormément. Mais je trouve qu'on est dans une NBA où le passing des intérieurs va être enfin, arrive à un point où c'est limite plus important que d'avoir ce stretch big. Enfin, dans le sens où, en fait, avoir un stretch big, donc un intérieur qui peut écarter le terrain de par son shoot, ça a de la valeur, mais ça a de la valeur que si le shoot est vraiment respecté et que tu as vraiment un niveau d'efficacité très élevé, quoi. Je pense à un Porzingis Oui. ou ces gars-là. D'ailleurs, il me semble que tu as fait un podcast il n'y a pas si longtemps que ça en parlant du Thunder et où justement vous parliez du fait que Chet Holmgren, bah en fait dans la théorie il a ce shoot pour écarter le terrain, mais en fait dans la pratique pour l'instant il n'est pas assez efficace pour vraiment qu'on le craigne et donc que ça attire vraiment les défenses et donc que ça crée du spacing. Ouais. Alors que et du coup si tu as un intérieur où tu te dis bon bah lui je pense pas qu'il aura ce shoot élite, tu développes son passing ou du moins il a le passing un peu à creuser. En fait là aussi tu peux créer du spacing de par le fait que si tu lui donnes le ballon en main, même en tête de raquette, en post-up, son adversaire est un peu forcé de monter sur lui, surtout si le big en question a un bout de dribble pour arriver à lancer vers le cercle, etc. Et du coup, ça libère automatiquement la raquette. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de voir Claxton qui finalement n'est pas juste un rim finisher, mais en plus développe un bout de passing que moi Ouais. je ne scoutais pas à la draft, mais tu dis qu'il l'avait déjà à la draft, mais du coup qu'il le mette en action, quoi. Mais après, tu vois, dans le même temps, c'est aussi la première saison où il n'est pas efficace du tout. Mais peut-être parce qu'il y a ce côté un peu plus passé en test au révélateur et plus de volume. Et je pense que sans doute que la meilleure version de Claxton, c'est facile à dire, mais un peu entre les deux. C'est-à-dire peut-être un peu plus, il peut faire un peu plus que le côté juste catch and finish et rim runner, mais sans doute un peu moins qu'actuellement où tu vois, il a jamais été aussi peu assisté sur ses paniers, donc beaucoup plus d'autocréation que d'habitude. Donc ce qui donne des tirs un peu plus difficiles. Il est un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité, ce qui est pas normal pour son profil de base, en tout cas le profil qu'il avait jusqu'à il y a pas longtemps, même d'ailleurs sur les pick and roll, tu vois, en termes de finition, on est sur quelqu'un qui est à peine à 1,06, donc autour des 1 points par possession sur les rolls, ROLL du pick and roll. Bah finalement c'est un peu en dessous de la moyenne, quoi. C'est pas du tout efficace, hein. Les meilleurs sont 1,3, 1,4 points par possession, c'est censé être extrêmement efficace, et lui il ne l'est pas cette année. Là-dessus je mettrais sans doute aussi une partie de spacing et de manque de passeurs également. Je pense que c'est pas que le fait qu'il se crée son propre tir. Je pense que voilà, sur les rolls du pick and roll, quand il pose l'écran et qu'il roule le panier, il y a aussi un manque de contextualisation, et j'aurais même tendance un peu à nuancer cette stat de cette saison, donc sur le côté peu efficace sur les rôles du pick and roll, parce qu'on l'a déjà connu bien meilleur en fait. Tu vois, c'est pas comme s'il avait 33 ans, fin de carrière, et donc déclin de physique, l'explosivité qui s'en va, etc. Je pense pas. Tu vois, on l'a connu encore il y a même pas 2-3 ans, même encore l'an dernier, il était fabuleux sur la finition au panier, donc ça on l'a pour moi. Et vu qu'on l'a déjà vu et qu'il a 26 ans, pour moi c'est un peu acquis. Le passing, c'est bien que ça se révèle un peu. D'ailleurs, il fait plus de passes, mais tout en étant pas beaucoup plus, même pas du tout inefficace, mais aux pertes de balles, je veux dire. Il fait moins de pertes de balles qu'auparavant, même, alors qu'il fait plus de passes. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur. Et tu vois, au final, le côté passing, comme tu dis, il y a juste un aspect en NBA où le jeu devient aussi de plus en plus horizontal, les défenses de plus en plus complexes. Donc en fait, que tu sois pivot ou pas pivot, il y a besoin d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer dans l'espace. En fait, c'est un peu ça la notion clé. Et c'est un peu le propos qu'on a aujourd'hui, sans dire qu'il faut l'an prochain ou lui redonner plein de driving kicks, de pick and roll en tant que porteur de balle, etc. Juste que c'est quelqu'un qui, contrairement un peu à son profil de début de saison,
Si une défense va un peu le challenger, si une défense est un peu agressive sur un autre joueur, sur un porteur de balle d'élite, sur un mec à côté de lui, il peut faire le lien, il peut jouer dans l'espace, il peut prendre de bonnes décisions en mouvement. C'est un peu ça l'idée. Donc tu vois, c'est vrai que c'est pour ça que moi il n'a pas été échangé, pas encore, mais tu vois, je dois dire que c'est à mon sens un pivot titulaire quelque part en NBA, peut-être prochainement, peut-être très prochainement, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment hâte de le revoir ailleurs parce qu'au final, la période Brooklyn avec le Big Three, elle n'a pas duré si longtemps que ça, quoi. C'était 2021, 2022 et 2023, c'était déjà fini, quoi. Durant demande son transfert, etc. Donc voilà, au final, on a une carrière de, pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans et même pas 2000 minutes pour lui parce qu'il a aussi été blessé un peu, même pas 2000 minutes dans des équipes compétentes, c'est un peu dommage. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il pourrait finir et d'autant plus que pour terminer, il a également un contrat qui va mince, comment on dit, contrat dégressif, c'est ça que, pardon, je trouve plus les mots, de plus en plus faible, on va dire. Donc 26 millions l'an prochain, 23 et puis ensuite 21. Donc c'est quand même plutôt bien à échanger, facile à échanger, un contrat qui comme ça qui va dans ce sens-là. J'arrive toujours pas à trouver mes mots, c'est pardon. Au niveau de la défense, alors c'est peut-être pas la bonne saison pour le juger, mais c'est, tu vois, moi j'avais aussi noté un chiffre sur lui, c'est -5, à peu près -5% de perte d'efficacité infligée au panier. -5, c'est cool, hein, c'est cool. On n'est pas au -10, -12 de Gobert, de Wemby, etc. Mais c'est sympa, tu vois. Et puis surtout, c'est même pas ça sa vraie force. Je sais pas ce que t'en penses, c'est que on a un côté bon protecteur de panier plutôt que élite, mais qui est aussi un peu en switch all. Et c'est aussi l'avantage un peu structurel qu'il peut apporter. C'est une polyvalence défensive en tant que pivot qui peut bouger partout, mais aussi un peu protéger le panier. Oui, bah c'est ça. C'est qu'en plus cette année, enfin moi c'est ce que je voulais dire sur sa défense, c'est que sa valeur c'est aussi sur le switch plus que. Je trouve que c'est un bon protecteur de cercle qui fait, je trouve, une moins bonne saison que la saison dernière. Oui. En termes de vraiment de protection de cercle pur. Mais après, bon, à quel point c'est pas lié au fait que je pense que, comme tu disais, le contexte et Brooklyn qui était vraiment en mode laboratoire et on va dire que il y a un peu, je trouve, avec Claxton, un côté Rudy Gobert au Jazz. Alors pas dans la protection de cercle, dans le niveau de protection de cercle, mais dans le côté bah ok, ça protège le cercle, mais ça fait un peu ce qu'il peut parce qu'en fait devant les défenses extérieures l'aident pas non plus énormément. On va dire Ouais. que c'est pas Cam Thomas qui empêche énormément les drives adverses. Et du coup, je trouve que bah, malgré le contexte, il garde une protection de cercle plutôt bonne. Mais effectivement, comme tu l'as dit, et je pense que c'est vraiment la valeur de ce joueur, et c'est pour ça que moi je trouve qu'on ne parle pas assez de ce joueur-là, c'est ce côté switch all, parce que je pense que même si c'est un très bon protecteur de cercle, je pense que c'est surtout un très bon intérieur pour du switch all, quoi. Et, Ouais. et dans cette optique-là, c'est quand même assez rare d'avoir un joueur quand tu mixes tout. Donc, au final, si on fait un résumé de Claxton, tu as un joueur qui est sur un contrat dégressif, qui est à un peu plus de 20 millions la saison, un truc comme ça, donc qui est pas énorme. Dégressif, merci pour le mot. Donc, sur un contrat dégressif, qui a encore que 26 ans, qui est un très bon finisseur au cercle, comme tu le disais. Ouais. Cette année, c'est un peu moins bon, mais bah, quand tu as pu un Kyrie Irving ou un James Harden pour t'alimenter, automatiquement, surprise, t'es moins bon à la finition. Et du coup, et donc qui protège bien le cercle, et en plus qui peut switcher, bah, pour moi, je trouve, et si en plus il développe un peu son passing, comme on a dit, bah, enfin, j'ai un peu envie de dire, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Alors oui, tu peux me dire, bah ouais, faudrait qu'il shoot. Mais en fait, un Claxton qui shoot à 3 points de manière très fiable et respectée, bah il prendrait pas 20 millions dégressifs par an, en fait. Ouais, c'est un All-NBA First Team, hein. Si en plus c'est le shoot, Oui. bon j'exagère un peu, mais, mais ça coûte cher. Quand un mec qui fait switch all, plus shoot, plus, enfin, voilà, c'est évidemment comme tu dis. Mais alors juste pour dire aussi, moi c'est ce que j'aime bien, c'est un aspect assez intelligent en défense off-ball, mais assez playmaker aussi. Et tu vois, j'avais noté, je me suis amusé à faire un petit filtrage, puisqu'il a 2,8% de block percentage et aussi 1,5% de steal percentage. Et ça, c'est le plus intéressant pour moi, parce que l'indicateur du steal percentage, c'est souvent un indicateur souvent d'intelligence, de QI basket, etc. Et bref, cette saison, il y a 2 joueurs NBA qui répondent aux critères de minimum, donc 2,8% de block percentage. On peut même prendre 2,5, ça passe quand même.
minimum 1,5% de steal percentage et au moins 1500 minutes sur la saison pour prendre les gros temps de jeu. Il n'y a que 2 joueurs qui répondent à ces critères. Ils s'appellent Victor Wembanyama et Nicolas Claxton. Donc, on est quand même, bon, c'est un peu pour le fun fact évidemment, mais pour mettre un peu en lumière aussi, tu vois, son playmaking défensif dans un schéma, tantôt on parlera, où la défense des Nets se repose aussi beaucoup sur ce côté création de turnover. Et lui correspond parfaitement là-dedans. Donc, ouais, je t'avoue que je te rejoins sur l'aspect joueur un peu oublié et qu'on a hâte de voir dans un bon environnement. D'ailleurs, peut-être Boston, je sais pas si Boston pourra aller le chercher. Quoique Boston, ils aiment bien avoir du shoot en poste 5, donc je ne sais pas. Mais moi, j'avais pensé aux Lakers aussi pour Doncic, ça aurait été génial, mais ils sont allés chercher pour encore moins cher Ayton pour la finition au panier. Mais il y aura quand même pas mal d'opportunités, je pense, sur le marché. Atlanta aussi, tu vois, qui viennent. Quoique Atlanta, il y a Porzingis. Mais à l'époque, pour remplacer Capella, ça pouvait être cool. Voilà, à étudier, à surveiller, ça pourrait être intéressant sur le marché. On verra ça. Donc très bien, on commence par le meilleur joueur pour ta première stat du jour. Et donc moi de mon côté, ma première stat du jour, je voulais commencer par ça rapidement, c'est pas très long, mais juste j'ai calculé 7848. 7848, c'est le nombre de minutes jouées en NBA 2025 par les Brooklyn Nets, par des joueurs NBA justement. Alors c'est un peu sévère ce que je vais dire. Mais j'ai calculé un total de 7848 minutes par des joueurs NBA. Par là, j'entends des joueurs qui ont déjà été établis en NBA, qui ont déjà joué dans des équipes compétitives, qui ont déjà eu un rôle plus ou moins important. Voilà, ce qu'on peut appeler des joueurs NBA, qui ne sont donc pas ni des jeunes qui viennent d'être draftés, ni des projets, etc. Et j'ai calculé, donc sur les plus de 19 000 minutes collectives de cette équipe, c'est à peine 39%, tu vois. On est à peine à 39% de minutes du roster qui ont été jouées par des, entre guillemets, joueurs NBA. Donc j'ai Claxton. Du coup, t'as pas compté les minutes de Ben Simmons et d'Angelo Russell dedans. Et encore si, je les ai comptés. J'ai Claxton, Cam Johnson, Dennis Schroeder, il passait par là, Ben Simmons quelques matchs, D'Angelo Russell quelques matchs, Dorian Finney-Smith aussi en début de saison, Shake Milton, j'ai été sympa, allez, je l'ai pris, Shake Milton, et Cam Thomas aussi, allez, j'ai pris Cam Thomas aussi en joueur NBA. Voilà, je suis peut-être un peu méchant parce que j'ai pas pris des mecs un peu plus, tu vois, de Trenton Watford ou des jeunes, mais on va en parler des jeunes. T'as pas pris Killian Hayes. J'ai pas pris Killian Hayes non plus, mais voilà, Killian Hayes pour moi c'est typiquement, c'est pas un joueur NBA quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui s'il débarquait sur le marché, il y aurait des gens qui viendraient toquer à la porte forcément à 100% de proba quoi. Donc bon, c'est un peu voilà, faut pas prendre ça avec exactitude. C'était plus pour illustrer à quel point en fait on est juste sur une équipe qui est en pleine transition. Et je me souviens pas avoir jamais vu une équipe qui était à ce point pauvre en talent pur, on va dire, et en côté de joueurs NBA un peu confirmés. Je vais peut-être pas aller jusqu'aux Sixers du process, mais je me pose la question, quoi, tu vois, par rapport à ça, parce que c'est quand même assez similaire le côté on recrute aucun vétéran et les seuls vétérans qu'on a, on essaie de les liquider le plus possible. Je crois que Schroeder commence même pas l'année chez eux. Ils font un Russell de Schroeder, non, chez les Warriors ou un truc comme ça. Je sais plus. Je me perds dans tous ces trades. Finney Smith, on s'en est débarrassé. Ben Simmons, une vingtaine de matchs. On a pris Russell en fin de saison, etc. Donc bref, c'est quand même une équipe assez particulière et c'est pour ça que tout ce qu'on va dire ensuite aujourd'hui en termes de stats collectives, de fond de jeu, ça va être un peu bizarre, mais parce que forcément on parle d'une équipe qui, je vais être sévère, mais globalement était un peu, même largement en dessous des standards de ce qu'on pourrait appeler une équipe NBA un peu classique, un peu normale, qui a des vétérans, qui a des joueurs un peu établis, qui ont des joueurs qui ont une vraie carrière NBA. Là, on est quand même sur un roster avec encore 2-3 stars échangées, Claxton, Cam Johnson, ça y est, Cam Johnson c'est fait, etc. Et sinon, le reste, c'est que des jeunes et des projets, quoi, en fait. Bah, je me demande si est-ce que le Jazz vraiment le Jazz après le rebuild, là, le Jazz il y a 2 ans, c'est pas un peu à ce niveau-là aussi. Alors bon, c'est pas après faux. t'as Will Hardy Oui. qui fait de la magie, mais sur le papier, je pense que t'es pas loin d'avoir le même niveau enfin le même manque de talent. Mais oui, je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus c'est une équipe qui était assez jeune. Je crois que si tu enlèves un peu les vétérans, comme tu disais, les Schroeder, les Dorian Finney-Smith, il devait pas avoir beaucoup de joueurs qui avaient plus de 26-27 ans dans l'équipe. Donc Attends, je suis allé voir le Jazz de 2023, après les échanges de Gobert et Mitchell, il y a quand même Mark Cannon, Clarkson, Mike Conley, Kelly Olynyk, Malik Beasley, Chris Dunn, Vanderbilt, Colin Sexton. ouais, ça. Il y a quand même des joueurs NBA, quoi, tu vois. Même il y a Nickel Alexander-Walker aussi, il fait 36 matchs d'ailleurs dans cet effectif. Et Et le les Rudy Thunder? Gay, bon, fin de carrière, mais. Et Thunder, Thunder début de décennie, peut-être, ouais, t'as raison. Peut-être le Thunder de OKC 2021, là où ils testent plein de jeunes, etc. En fait, justement, ça me fait penser un peu au Thunder dans le sens où tu as vraiment l'impression que c'est un labo de jeunes où, en fait, ils mettent 9, 10 jeunes sur le terrain, bon, pas en même temps, et ils essayent de voir qui va marcher et qui va pas marcher, quoi.
Oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, le Thunder, tu sais, qui se prend 73 points dans les dents par Memphis, là, Par Memphis. 2021, où HDA est arrêté assez tôt en termes de saison, etc. Il y a des matchs avec du Zvi Mikhailuk sur le terrain, avec Théo Malédon, avec Isaiah Roby. C'est pas la saison où il y a Al Horford et ils le trade, enfin non, ils le mettent au frigo aussi assez tôt parce Exactement, que ouais. en fait ils faisaient gagner des matchs. Ouais, ouais, exactement, exactement, exactement. C'est un peu ça. Non, mais voilà, tout ça pour dire aussi que, bon, au final, le résultat global, c'est 26e sur 30 au net rating, au différentiel attaque-défense, 28e attaque, 23e défense, en termes de chiffres bruts, moins 8 points de différentiel attaque-défense par 100 possessions. Voilà, c'est quand même, c'est pas anormal quand on compare avec à quel point est-ce que tu avais des vrais bons joueurs NBA. Finalement, c'est assez peu surprenant. Et cela dit, c'est même non seulement peu surprenant, dans le négatif, mais c'est presque surprenant en positif, quoi. C'est-à-dire que ils ne sont que 26e sur 30. Il y a quand même des équipes qui ont réussi à faire pire que cette équipe des Nets qui a vraiment rien de chez rien de chez rien. Et je dirais que la différence, c'est sans doute que sur la fin de saison, Brooklyn n'a pas tanké tant que ça, je trouve. Tu vois, il y a certains vétérans qui ont un peu joué, D'Angelo Russell, etc. Là où d'autres ont carrément lâché les chevaux et ont balancé la saison à la poubelle. Mais tu vois, en un sens, vers à moitié plein, de l'autre côté, on peut presque voir ça comme un exploit de dire, bon, mais les mecs, ils ont 4 joueurs NBA et en fait, ils sont même pas 30e sur 30, quoi. C'est presque, c'est presque bien, quoi. Ouais, et puis moi la stat qui m'avait un peu sauté aux yeux, je trouve, et qui montre à quel point l'équipe était jeune et inexpérimentée, c'était le nombre de turnovers, enfin le turnover percentage en attaque, où ils sont à 15,8%, qui est 28e Ouais. euh, qui est 28e. Et en fait, bah, je trouve ça montre justement que bah, c'était une équipe avec quand même beaucoup de jeunes qui font beaucoup d'erreurs sur le terrain. Donc oui, non, disons que le résultat, quand tu vois l'équipe sur le papier, les résultats même dans les stats et même le bilan à fin de saison, finalement, est limite positif, j'ai envie de dire. Enfin, moins pire que ce qu'on aurait pu s'attendre. Pour vous dire, les 4 équipes qui font pire que les Nets, avec, qui ont 4 joueurs NBA dans l'effectif, c'était Utah, qui s'est enfin décidé à tanker à fond, parce qu'ils en ont marre de pas être dans le top 3 de la draft. Bon, ils l'ont pas été, mais ils ont tanké à fond cette saison plutôt qu'une demi-saison. Charlotte, bon, eux, ils n'ont pas fait exprès. Il y a aussi une très très grande instabilité dans l'effectif, beaucoup de blessures. C'était assez énorme à quel point il y avait un turnover de joueurs, donc manque de talent pur et instabilité. Les Pelicans, avant-dernier de NBA cette saison aussi. Pelicans décimés par les blessures. Et puis Washington, qui eux ont été un record, je crois on en a parlé, quatrième pire net rating all-time, les Wizards de cette année. Donc voilà les 4 équipes, les 4 cancres qui ont réussi à faire pire que nos pauvres Brooklyn Nets, sans joueur NBA, mais quand même un peu mieux que ça. Donc c'est quand même bravo à vous. On peut aussi le formuler comme ça. Donc avançons, je peux te lancer. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Brooklyn Nets 2025? Alors, ma deuxième stat, c'est 14,7. Ouais. Est-ce que tu l'as? 14,7, ça me parle, ça. Est-ce que c'est pas le nombre de drives de Cam Thomas par hasard? Exactement. C'est le nombre de drives par match de Cam Thomas, qui est le 11e plus gros volume de NBA. Ouais. C'est devant des gars comme Darius Garland, comme Maxey, comme Booker, Jalen Brown, enfin voilà, des très bons joueurs, des All-Stars, voire même des All-NBA pour certains. Et en plus, donc couplé à une autre stat qui est le 35%, qui est le pourcentage de passes qu'il fait sur ses drives. Et pour comparer à la saison dernière c'était 14 drives par match, donc on va dire quasiment la même chose. Il y a une petite progression, mais très légère. Et par contre, avec que 28% de passes sur ces drives. Euh, je pense qu'on est obligé de faire un disclaimer sur les stats de Cam Thomas, c'est qu'il a joué que 25 matchs. Donc forcément, il y a un volume. Enfin, on peut se demander sur un volume aussi faible, sur un échantillon aussi faible, à quel point il n'y a pas une surchauffe sur certaines choses. Je pense qu'autant sur la réussite et par exemple, j'ai pas abordé la partie efficacité où c'est sa première saison positive en efficacité. Enfin, positive, non, il est à 100 de true shooting plus, donc vraiment à la moyenne. On va dire que c'est sa première saison en NBA où il n'est pas négatif en termes d'efficacité, mais je voulais pas trop l'aborder parce que justement l'échantillon est tellement faible que là, pour le coup, sur l'efficacité, on peut se demander à quel point il n'y a pas une surchauffe ou pas. Par contre, je trouve que sur les fréquences et sur la façon de jouer, là, pour le coup, je trouve que même sur petit volume, enfin, je pense pas que tu puisses avoir une surchauffe
de la façon dont tu joues. Je sais pas si c'est très Oui, clair oui. ce que je dis. C'est-à-dire que le profil de tir est stable plus vite que l'efficacité où tu as besoin d'un gros échantillon pour que ça se normalise. Oui, Finalement, la fréquence de tir dans telle ou telle zone, ça, au bout de 15-20 matchs, a priori, ça passe, quoi. Donc ouais, on peut déjà à peu près dire c'est un peu plus fiable comparé à l'efficacité, je suis d'accord. c'est ça. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que Cam Thomas, c'est un joueur que depuis de la NCAA jusqu'à la saison dernière, c'était un joueur que je trouvais pas du tout valuable sur un terrain. Il y avait vraiment cette étiquette de croqueur avec des œillères. Enfin, vraiment, le joueur que tu prends pour jouer sur un playground, quand même, pas pour jouer en NBA. Et finalement, bah, cette année, on a vu un joueur qui a une meilleure sélection de tir, qui prend moins de mi-distance pour plus de 3 points et plus de lancers francs, qui drive un peu plus et surtout bah, qui crée un peu plus pour les autres. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment des petits progrès à la passe, notamment sur le volume. Et off-ball, il pourrait faire mieux et plus, mais je pense que ça peut être un profil qui est finalement peut devenir un peu valuable off-ball, notamment sur du slashing, sur des pin down ou ce genre de jeu où en fait il peut remonter sans ballon, puis après attaquer le cercle, parce que c'est un joueur qui est physiquement très tanké quand même et qui peut encaisser le contact et finir près du cercle. Donc voilà, je trouve que Cam Thomas a légèrement modifié son jeu et sa sélection de tir pour devenir un joueur plus valuable et plus facilement projetable dans une équipe compétitive à terme que ce qu'il n'était sur ses 2, 3 premières saisons où tu avais vraiment ce cliché à la Jordan Clarkson là, de début de carrière où tu avais vraiment ce cliché de joueur qui sort du banc et qui fout ses 35 points, 40 points un peu à la, mince, celui qui jouait aux Clippers là, à la Lou Williams un peu. Ah, j'allais dire Jamal Crawford, je croyais que tu parlais de lui, mais c'est un peu pareil. Mais Oui, ou Jamal Crawford, mais un ouais, peu ouais. dans ce style-là, quoi. Et je trouve que là, il montre un peu, cette année, sur le peu de matchs qu'il a joué, qu'il a montré un peu que finalement, il pouvait être un joueur un peu plus complet et du coup intéressant que ce qu'il a montré en début de carrière. Le truc, c'est que on a déjà parlé beaucoup de Cam Thomas sur le Basket Lab depuis quelques temps. Moi, le truc de base enfin pas qui m'énerve, mais je pense qu'il y a un problème de perception parce que tu sais, il commence sa carrière en mettant des tirs, des matchs à 40 points quand il y a un tel ou un tel qui est absent, je sais plus exactement. Et en fait, il y a eu directement enflammade parce que le grand public voit des matchs à 40 points, il se dit ah oui, voilà, c'est une star quoi, grosso modo. Donc je pense que de base, il y a une perception qui est extrêmement haute sur lui. Et c'est vrai que moi, c'est un modèle de joueur où je suis pas trop fan, un peu comme toi, que le côté, bon, ben, c'est un peu croqueur, trou noir en termes de passing, où tu donnes la balle et elle s'en échappe jamais, quoi. Et en fait, pour le coup, donc il y a cette vision très négative où moi je m'inscris un peu en faux par rapport à ça, enfin plutôt vision très très positive, trop positive, et moi je m'inscris un peu en faux à ça, mais je m'inscris aussi en faux par rapport à une caricature de l'autre côté, tu vois. Je trouve qu'on est justement un peu loin, même très loin, du Jordan Clarkson, de mecs comme ça, vraiment très très croqueurs, très très inefficaces et ce genre de choses. Je crois qu'on avait déjà parlé dans le bilan des Nets l'an passé. On a parlé aussi sur une hebdo il y a 1 an et demi ou 2 ans avec FD ou ce genre de choses. On en parle régulièrement, mais bizarrement, ok, c'est un peu un croqueur, ok, c'est une sélection de tir un peu compliquée. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien. Et tu vois, ne serait-ce que sur l'efficacité, tu dis c'est la première fois qu'il est au niveau de l'efficacité moyen de NBA. Bah, tu vois, en carrière, il est pas si cata que ça, quoi. Tu vois, si on enlève un peu sur sa première année où il a 20 ans, jeune porteur de balle, ça galère comme à peu près tous les jeunes porteurs de balle de NBA, d'accord. Après, il fait du moins 2% en 2023, moins 2% relatif à la moyenne, c'est pas du tout inefficace. Moins 4%, c'est pas comme certains qui font des moins 10%, etc. Et cette année, au niveau de la moyenne NBA, et même au niveau du package, en termes de scouting, tu vois, c'est un mec qui est explosif, qui a un peu le premier pas, donc explosivité horizontale, j'aime bien, qui est aussi très costaud, qui d'un point de vue athlétique, je le trouve assez sympa, qui a des bras très longs. En fait, tu vois, je trouve qu'il y a quand même plein de choses à aimer, et autant je suis pas de ceux qui, dès il y a 3-4 ans, dit oui, ça va être une star parce qu'il met des matchs à 40 points. Je suis pas non plus de l'école de dire ouais, moi c'est juste un banal inefficace. Je trouve qu'il y a quand même un peu plus et je suis content de voir que bon, ça a été que 20 matchs, mais on a quand même vu que bon, bah, c'était pas si mal que ça, quoi. Tu vois, sur un énorme volume de stars sur 20 matchs, je pense que tu donnes, combien il a eu 33-35% d'usage, tu donnes ça à Jordan Clarkson, je pense que tu as des résultats qui sont 15 fois pires, quoi. Donc ouais, c'est un mec qui finalement sur Drive, d'ailleurs, t'en as parlé,
Le drive, gros driver en termes de volume. En termes d'efficacité, on est 1,22 points par tir tenté sur des tirs en fin de drive. 1,22. Bon, ça serait, si ça s'était maintenu toute la saison à ce niveau-là, ça équivaudrait à peu près à la 12e ou 13e place du classement chez les gros drivers. Donc, pas loin de l'élite. Aussi, pourquoi ? Parce que c'est un mec qui est pas bon sous le panier directement, mais la zone des flotteurs, il est très bon, 45%. Donc voilà. Et en plus, il provoque aussi beaucoup de lancers francs. Et ça, c'est depuis toujours. Tu vois, c'est là aussi où je marque, je fais une démarcation pour moi entre Cam Thomas ou des Jordan Clarkson, des Lou Williams ou des mecs comme ça. Bah, les mecs allaient jamais au lancer franc, quoi. Donc il y avait un peu un côté pull-up et juste pull-up. Là, c'est presque l'inverse en fait. Tu vois, Cam Thomas, c'est le drive a l'air sympathique. Le passing est pas parfait, mais ok. Le drive est quand même très sympathique pour son physique. C'est juste que, au contraire, c'est pas un joueur de pull-up et c'est peut-être même pas un jump shooter intéressant. Pour moi, c'est presque ça, plus l'inquiétude. C'est quid de son jump shot, quid de son 3 points, en fait. Ouais, après moi, alors je suis d'accord avec toi. Le truc qui me dérange quand même, c'est qu'en fait, on le voit, c'est un joueur qui pourrait être plus efficace s'il avait. En fait, il a juste à changer sa sélection de tir. Mais il y a quand même, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait un peu cette saison, et on voit que son efficacité a augmenté. Mais par contre, moi, il y a la finition au cercle où tu vois, tu disais sur les tirs après drive, il était, si la saison se terminait comme ça, il aurait été à 1,22 points par tir. Ouais. En fait, ce qui me gêne, c'est que sur tous ces tirs en fin de drive, il y en a beaucoup où, comme tu le dis, c'est dans la zone du flotteur ou sur des pull-ups à mi-distance. Moi, je regrette le côté, la finition au cercle par rapport au physique qu'il a. Alors oui, c'est pas un grand joueur, et par exemple, c'est un reproche que je fais beaucoup à Paolo Banchero. Mais Banchero, il fait, je sais pas, il doit faire 6-10 ou un truc comme ça. Alors que Cam Thomas, il fait, je vois, 6-7, 6, non, 6-3 ou un truc comme ça. Enfin, 6-4, Cam 6-4, Thomas, 6-5, quoi. voilà, donc Cam Thomas, c'est quand même beaucoup plus petit. Donc forcément, pour Banchero, pour moi, c'est un reproche encore plus, sur lequel je suis encore plus sévère parce que bah, je trouve que de par sa taille, Banchero devrait être un meilleur finisseur, que ce soit sur volume ou sur efficacité. Mais sur Cam Thomas, c'est quand même même s'il est pas très grand, il a quand même le corps très épais et il encaisse plutôt bien le contact. Donc je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, il arrive, comme tu l'as dit, à provoquer beaucoup de lancers francs. Je trouve ça un peu dommage qu'il finisse pas mieux au cercle. C'est le petit truc qui m'embête parce qu'après sur le reste, je suis d'accord avec toi que l'efficacité elle est pas bonne, mais c'est plus à cause d'une mauvaise sélection de tir plus que d'une mauvaise finition au global. Alors attends, au niveau du cercle, à quel point c'est pas, je vais pas dire un biais, mais un peu une erreur stat par rapport au fait que quand le tir est tenté et qu'il y a une faute qui est provoquée sur la tentative de tir au panier, le tir ne compte pas dans le box score et donc c'est pas inclus dans le lancer franc. Non, pardon, dans le field goal au panier. Et je dis ça, tu vois, parce que j'aime pas trop non plus les drivers qui peuvent pas aller jusqu'au panier, qui aiment bien prendre des flotteurs. En général, bon, si tu prends des flotteurs, c'est un peu par dépit, parce que si tu pouvais tirer jusqu'au panier. On est d'accord, mais tu vois, le truc, c'est que Cam Thomas a une faible efficacité sous le panier, mais parce que c'est que sur les tirs qu'il a manqué et où il n'y a pas eu faute. Mais sauf que le mec provoque beaucoup de fautes. Et tu vois, dans le classement de l'efficacité en fin de drive, les lancers francs sont inclus. C'est une productivité globale. Donc ce que je veux dire, c'est que tu prends d'autres profils dans ce classement des gros drivers, tu vois, tu prends des, je sais pas moi, des CJ McCollum, tu prends des même Tyrese Maxey, tu prends des mecs comme ça. Oui, eux, c'est plutôt le type à prendre des flotteurs parce que incapacité à aller directement sous le panier, quoi. Comme Maxey un peu plus, mais tu vois, un peu ce style de profil, quoi. Cam Thomas, certes, il aime bien s'arrêter en flotteur, mais parfois il va aussi jusqu'au panier. Il provoque beaucoup de fautes. Mais c'est pour ça que tu vois le côté point par tir, la productivité générale, pardon, est intéressante parce qu'elle inclut aussi les lancers francs et vient nuancer, à mon sens, un peu la seule réussite sous le panier qui, je pense, dans ce cas-là, ne reflète pas totalement la réalité, même si je te rejoins quand même sur les nuances que tu as mis, hein, sur le drive et sur parfois insister un peu plus, sa grande carrure, etc. Mais voilà, au niveau drive, il est top 15, quoi, même top 12 sur les 20 matchs qu'il a joué. Il a toujours été très bon par rapport à ses lancers francs. C'est des points qui valent beaucoup de points. Justement, c'est les tirs qui valent beaucoup de points. Donc au final, le drive m'inquiète pas trop, pardon. Mais je suis même pas sûr que ce soit la sélection de tir. Tu vois, au final, le problème pour moi cette saison, alors qu'il a un drive d'élite, on pourrait attendre beaucoup mieux en efficacité. Pour moi, ce qui cloche ou ce qui coince un peu, c'est qu'en fait, il prend beaucoup de tirs à 3 points. C'est 40% de son jeu. Alors tu me diras, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il prend beaucoup de 3 points, mais c'est surtout qu'il les met pas en fait.
Il a 35% cette année à 3 points. En carrière, il a jamais été très bon à 3 points. Il est 34,5% en carrière. Sur combien? Sur, j'arrive pas à trouver le total. Ouais, sur 900 tentatives. Ça commence à être pas mal, quoi. En général, au niveau des 700-800, ça commence à peu près à être sûr. On peut se prononcer sur le niveau d'un shooter. C'est un échantillon suffisant. Donc presque, j'ai envie de dire, je suis même pas sûr que ce soit la sélection de tir, peut-être que c'est juste pas un bon jump shooter, en tout cas pas à 3 points. Mais donc là, on raccroche aussi ton côté sélection de tir par rapport au fait que, si tu tentes des pull-ups à 3 points alors que t'es pas bon, oui, c'est un peu un problème. Si tu tentes des pull-ups à 2 points alors que t'es pas génial, c'est un peu un problème. Mais je pense que c'est plutôt une question de 3 points. Parce que au niveau des longs 2, tu vois, par exemple, les jump shots à 2 points, il est à 52% cette année. Bon, c'est un petit échantillon, mais il est aussi à 42% l'an passé, sur plus de 200 tentatives. 42%, c'est très bien sur les longs 2. C'est pas zone des 50 comme Durant ou comme Curry, mais c'est très bien, quoi. C'est agréable. On est satisfait. Aussi 39% l'année d'avant sur les longs 2. Donc en fait, je pense que c'est juste, entre guillemets, juste un mec qui a un jump shot, mais la portée du jump shot ne va pas jusqu'à 3 points. Et donc après, en effet, quid de tenter à ce point beaucoup de pull-up à 3 points quand en effet t'as pas la portée de tir qui va jusque là, quoi. Donc là, je te rejoins en effet sur ce côté. Ça pourrait être un peu mieux niveau sélection de tir. Puis en plus, pour le coup, au tout début, quand j'ai donné ma stat, je parlais aussi de son jeu off-ball qui pouvait être Ouais, intéressant et qui pouvait s'améliorer. Euh, sur le shoot à 3 points, faut savoir aussi que c'est un joueur qui, depuis qu'il est en carrière, euh, quasiment la moitié de ses tirs à 3 points ont toujours été non assistés, donc qui ouais, sont des c'est pull-ups ça. vraiment à 3 points. Et donc c'est vrai que si tu as ce pull-up à 3 points, c'est vraiment avoir le pull-up à 3 points pour un porteur de balle, c'est vraiment un des éléments déclencheurs en fait qui te pousse dans la strate en fait des meilleurs Ouais, porteurs de balle. Lui visiblement il l'a pas, mais du coup moi en fait j'ai l'impression, je pense que à part pour les fans des Nets, c'est acquis pour tout le monde que Cam Thomas ça peut être un bon joueur mais pas un porteur de balle primaire. Et en fait oui, du coup c'est si sûr. là t'es le porteur de balle secondaire, tertiaire, bah finalement ne pas avoir le pull-up à 3 points, c'est pas très grave si t'as le shoot à 3 points plutôt off-ball sur du catch and shoot Ouais, par exemple. ouais, ouais. Et moi, je pense que c'est un joueur qui peut l'avoir, d'autant plus que, comme tu l'as dit, vu qu'il a le premier pas et qu'il a cette capacité à driver, c'est un joueur que j'imagine bien sur justement des systèmes, ce qu'on voit de temps en temps pour un Jalen Brown justement aux Celtics et qu'on voit pas assez à mon goût, mais qu'on voit de temps en temps, c'est un Jalen Brown qui va sortir d'un écran off-ball, donc sur un pin down par exemple, et recevoir la balle à 3 points, et là peut soit catch and shoot, soit replonger vers le cercle en fonction de comment a réagi la défense. Et Cam Thomas, il aurait sa capacité à replonger vers le cercle ou à prendre justement son catch and shoot à 3 points. Et quand on voit des indicateurs comme les pourcentages au lancer franc, par exemple, on peut se dire qu'il peut avoir ce shoot à 3 points en catch and shoot qui pourrait être plutôt bon. Et du coup, là, ça changerait tout dans la valeur qu'il aurait sur le terrain, parce qu'en fait, il pourrait avoir le côté, bah, je peux catch and shoot à 3 points, et si les close-outs sont trop forts, je peux driver, et j'ai ce in-between game et cette provocation de lancer franc qui me rendrait super dangereux. Mais c'est un joueur qui, en fait, même pas, je dis depuis qu'il est en NBA, mais même en NCAA à LSU, c'est un joueur qui prenait que des pull-ups, en fait. Parce que c'est un joueur qui a toujours eu 30% d'usage, et qui a toujours eu le feu vert pour faire ce qu'il voulait sur le terrain. Et du coup, bah forcément, c'était je porte beaucoup la balle et je prends énormément de pull-up. Et je pense qu'il gagnerait, lui, comme les Nets, ou sa future équipe si jamais il est changé, gagnerait à ce qu'il ait un peu plus de jeu sans ballon. Bah, le truc, c'est que en NBA, t'as un peu trois trois domaines, trois calibres de joueurs. T'as la star, le porteur de balle, mais à un niveau star. A priori, il n'y a pas le passing, et donc je suis pas sûr qu'il corresponde à ça. Il y a le côté, je suis un gros titulaire, mais un peu en off-ball, notamment à côté d'autres stars et d'autres créateurs. Ou alors, je suis un mec qui est en sortie de banc, qui fait de la création, mais pas au volume. Parce que comme dit, il peut créer, mais il n'y a pas l'attirail complet de passing, de réflexion, etc. pour être à un haut niveau. Donc, créateur, mais à un plus petit volume. Et le problème pour moi, c'est que, première question, peut-il s'améliorer au point d'être un créateur de premier plan dans une bonne équipe? Évidemment, on ne parle pas de chez les Nets 2025, mais est-ce qu'il peut atteindre, tu vois, je dis n'importe quoi, mais un peu ce côté, je suis capable de créer, d'avoir le même volume qu'un Tatum, qu'un mec comme ça, et avec un bon rendement? Je ne sais pas, première question. Et deuxièmement, c'est, est-ce qu'il va être dans une bonne équipe cantonné à
bah, tu sors du banc, tu joues 20 minutes ou 25 et puis tu scores beaucoup, mais que pour toi? Ou est-ce qu'éventuellement, il peut jouer à côté d'autres titulaires, être un titulaire NBA lui-même, mais un peu plus off-ball? Et c'est un peu là que ça coince, ou en tout cas, là que je me pose la question. Est-ce que la défense est bonne, peut tenir pour être un peu ce genre de, tu vois, jouer avec des titulaires, il faut quand même être bon en défense et bon au shoot un peu en valeur off-ball. Et c'est un peu pour moi les deux questions. Et si ces deux questions sont répondues par la négative d'ici les 3, 4, 5 prochaines années, je pense qu'il va être punté dans la troisième catégorie, c'est-à-dire, bon, bah, t'es pas capable d'être viable pendant 35 minutes par match en playoff à côté d'autres stars pour être défense, spacing et jeu off-ball, etc. Donc, tu vas être punté sur sortie de banc, créateur, d'accord, mais un plus petit volume parce que, voilà, nous, on a aussi d'autres créateurs bien meilleurs que toi dans l'équipe et qui vont prendre 35-40 minutes en playoff, etc., etc. Donc, en fait, j'arrive pas à abandonner l'idée de ce joueur qui est, bon, de base, c'est exagération à la base, qui était un peu pénible, mais en attendant, j'ai du mal à abandonner le projet, quoi. Il a 23 ans. En tout cas, cette année, c'était l'année de ses 23 ans. Il y a quand même de physique, il y a quand même du toucher de balle. Je crois que, tu vois, j'ai parlé de jump shot, mais au niveau de l'indicateur lancer franc, il a 86% en carrière. Voilà, c'est quand même un indicateur au niveau du shoot qui est quand même très bon. Donc, la question, c'est quel calibre de joueur sera-t-il? Pourra-t-il être un gros créateur? Pourra-t-il être un joueur un peu plus sobre à côté de titulaire NBA? Ou est-ce qu'il sera la troisième catégorie de juste petit créateur en sortie de banc? C'est un peu toute la question pour moi sur Cam Thomas. Sur la défense, on est d'accord que c'est pas la folie. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas la folie. Oui, oui. Bon, en plus, pourtant, il a un physique où on pourrait se dire que ça peut être intéressant, notamment sur de la défense sur l'homme, par rapport à sa taille, où il est quand même plus costaud et plus physique qu'un paquet de joueurs de sa taille. Mais c'est vrai il y a un côté, surtout off-ball, et moi j'en parlais tout à l'heure sur l'attaque, mais il y a un côté un peu Jalen Brownesque Oui, sur oui, le oui. off-ball. Donc oui, je pense qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs où défensivement, euh, vu qu'il sera jamais positif, il a tout intérêt à être quasi irréprochable offensivement s'il veut garder des minutes dans une équipe compétitive. Ou sinon, il va rentrer dans cette catégorie de joueurs où en fait, il sera toujours dans des équipes qui sont pas vraiment compétitives Ouais. parce qu'il aura jamais le niveau défensif ou il va apporter trop de compromis offensifs pour être dans une équipe compétitive. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà pour Cam Thomas. Tiens, ma deuxième stat du jour, je ne l'ai pas encore calé, moi. Je vais en faire deux en un pour finir un peu sur le collectif. Moi, c'est 8 et de l'autre côté, 31%. Alors le 8, c'est tout simplement parce que cette équipe des Brooklyn Nets, elle fait pas beaucoup de choses bien. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA, donc elle fait pas beaucoup de choses bien. Mais il y a un truc sur lequel ils sont bons, c'est les turnovers. Les turnovers défensifs, alors pas en attaque, hein. Ils perdent beaucoup de ballons, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'ils sont jeunes, mais en termes de défense, c'est une des équipes qui crée le plus de pertes de balles adverses, 8e de NBA. Et on a vraiment un playmaking défensif qui est très très cool et qui est aussi permis par, tu vois, quand on parle de talent NBA ou de talent pur, on pense surtout à l'attaque principalement, mais c'est vrai que défensivement on a quand même plein de rôles et de joueurs assez sympathiques et surtout très longs, très grands, très mobiles, plutôt axés défense, même des mecs, peut-être on en parlera, hein, mais tout ce qui est Zaire Williams par exemple, ce genre de projet ou des Trendon Watford, on pense pas à l'attaque, on pense pas au star power, on se dit c'est peut-être même pas des joueurs NBA établis, mais défensivement, sur l'intelligence, sur la création de turnover, c'est déjà très cool, je trouve. Et en plus, on a des schémas qui sont mis en place qui sont assez agressifs pour justement un peu compenser le fait que t'as pas non plus un gros pivot encre défensive, etc. Et donc, c'est ce qui permet aussi voilà, là on est pour le coup dans la caricature d'une bonne équipe de jeunes, c'est-à-dire une équipe qui fait beaucoup de pertes de balles, qui est très dynamique et qui part en transition. Beaucoup de points sont récupérés sur de la transition offensive, donc contre-attaque, pardon. Les pertes de balles créent de la contre-attaque pour eux en volume. En efficacité, ils scorent pas bien en contre-attaque. Ils sont 28e efficacité sur les contre-attaques. C'est un peu dommage. Et non, par contre, pour finir un peu sur la défense rapidement, beaucoup de pertes de balles créées. Par contre, c'est vrai que 29e sur 30 en termes de fréquence de tir au panier. Donc, ils autorisent beaucoup, quasiment le pire nombre de tirs au panier. Et 29e aussi sur les corners à 3 points. Autant te dire que voilà, c'est pas la bonne formule, quoi. Littéralement, les deux tirs les plus rentables du basket, le corner et le 3 points, ils concèdent des volumes qui sont énormes. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à vérifier, mais au niveau des lancers francs, ils sont aussi 28e. Donc voilà, les 3 tirs les plus rentables du basket, eux, ils te les donnent à foison.
Donc c'est comme ça qu'on explique la mauvaise défense. Et mon deuxième chiffre, on fait tout d'un coup un collectif, après je te rends la parole, promis. Le 30%, c'était 31,6, c'était la fréquence de tir au panier offensive justement. Et ils y vont pas mal au panier. Ils sont 14e de NBA, donc pas mal de tirs au panier, ce qui peut être un peu étonnant, hein, pour le coup, vis-à-vis du niveau de talent pur, etc. Et ils sont également à plus de 42% de tirs à 3 points, ce qui, en termes de fréquence de tir à 3 points, est également 5e. Donc, en termes de profil de tir, on a une équipe qui est très, comme on dit à l'époque, très analytics, tu vois. Bon, aujourd'hui, ça a plus tant de sens parce que tout le monde le fait, mais c'est une équipe qui, offensivement, par contre, va chercher les bons tirs au panier à 3 points. Le seul problème, c'est qu'ils ne les rentrent pas. Ils sont parmi les bons derniers d'efficacité dans ces deux zones. Mais au moins, il y a un peu la base. Et c'est marrant, mais ça me fait un peu penser, tu sais, dans le site Cleaning the Glass, je crois que j'en ai parlé sur un épisode des bilans, le site Cleaning the Glass, ils avaient sorti un truc qui s'appelait le local IFG. Donc c'est-à-dire l'adresse locale, donc selon les zones. Et grosso modo, ça mesure à quel point ton profil de tir était justement un peu analytics ou pas. C'est-à-dire, plus t'étais 3 points et cercle, mieux c'était. Et plus t'étais mi-distance, moins bien c'était. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette stat n'a plus trop d'intérêt puisqu'en fait, tout le monde s'y est mis. Donc, il n'y a plus de corrélation entre ton profil de tir et à quel point t'es bon parce que, justement, on le voit bien, même des mauvaises équipes se mettent à prendre des tirs au panier ou à 3 points, tu vois, alors que à l'époque, en 2015-2014, en fait, quand tu prenais plus de 3 points que tout le monde ou plus de tirs au panier, t'avais un avantage compétitif, en fait, ne serait-ce que sur la rentabilité des tirs, c'est plus le cas. Mais voilà, j'ai dit pas mal de choses, je te laisse prendre la parole, mais par rapport à ça, c'est vrai que l'attaque est cool, mais on voit bien le manque de talent pur, quoi. Quand les mecs, ils mettent pas les tirs, même s'ils vont dans les bonnes zones. Ça, de toute façon, je vais pas prendre la parole très longtemps sur ce point-là parce que c'est ce que j'avais relevé aussi. Et une de mes stats, enfin ma stat collective que j'avais, c'était justement ce turnover percentage en défense. Et en fait, Ouais, en fait, il joue beaucoup plus le jeu des possessions en voulant créer du turnover pour se créer des tirs faciles, notamment en transition. Après, ouais. comme tu l'as dit, il y a un problème de finition qui est probablement assez lié au manque de talent. Et c'est là où ça fait un peu lien avec ce que tu disais sur Claxton au début, sur le fait que t'as pas mal de valeur à avoir un intérieur qui peut passer pour relancer assez rapidement et justement créer de la transition après du rebond, par exemple. Et là, sur les turnovers, enfin, on voit que Jordi Fernandez met en place une défense beaucoup plus agressive. T'as parlé de Zaire Williams. Moi, le joueur, mais pour le coup, lui, ça a toujours été sa marque de fabrique, même à Tennessee, c'est Keon Johnson, qui offensivement est pas vraiment un joueur NBA encore, mais par contre défensivement, c'est vraiment un très bon joueur qui est justement très long et même si euh, il est pas très grand, il doit faire peut-être 1,93, un truc comme ça, mais il me semble qu'il a une très bonne envergure. Et t'as beaucoup de joueurs positifs comme ça défensivement. Il me semble que Jalen Wilson aussi doit être pas mal en termes de longueur et de création de turnover. Donc ouais, t'as beaucoup de joueurs qui, en fait, offensivement, sont pas très. Je me demande si sur le papier, ils ont pas plus de talent défensivement que offensivement. Oui, tout à fait. Enfin, de potentiel, on va dire, plus que Ouais, de ouais. talent. Et donc oui, voilà, c'est juste pour te dire que finalement, je te rejoins. Et oui, c'est une équipe qui défensivement a vraiment pas mal de choses intéressantes à mettre en place, mais qui manque de talent offensif pour venir un peu concrétiser, on va dire, les efforts défensifs. Est-ce que justement au niveau de Keon Johnson, tu avais des stats ou pas, ou est-ce qu'on peut en parler maintenant un peu vu que t'as évoqué son nom. Moi j'avais noté 87. 87, c'est son true shooting plus de cette saison, donc il est 13% moins efficace que la moyenne. Il a 4 ans de NBA. En carrière, il est à moins 15 en moyenne. Moins 15% d'efficacité relative à la moyenne, c'est très très inefficace. Il n'a que 22 ans, on est d'accord, mais comme dit, 4 ans en NBA. C'est un mec qui est drafté premier tour, hein, je crois, en 2021, de mémoire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de 3 points. Mais est-ce que tu l'as scouté déjà et qu'est-ce que tu penses un peu de ce début de carrière où j'ai l'impression que ça peine à décoller et ça peine à devenir ce que justement on en parlait, ça peine à devenir un joueur NBA, j'ai l'impression. Je sais que Pierre Migou l'aimait beaucoup à Ouais. l'époque. Oui, je l'avais vu. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, à 22 ans, Keon Johnson est le même qu'à 18 ans quand il était à Tennessee, en Ouais. fait. C'est-à-dire un excellent défenseur, mais offensivement, t'as pas le shoot, t'as pas spécialement la finition, t'as pas vraiment de passing à gros volume, et du coup, finalement, offensivement, il y a un peu un côté, il sert
pas grand-chose, quoi. Donc c'est un joueur qui va te faire, qui peut t'apporter un peu sur transition, mais au final, ce que lui il fait sur transition, tu peux trouver beaucoup de joueurs qui vont t'apporter la transition que Keon Johnson t'apporte, mais euh, mais eux vont avoir peut-être du passing en plus ou du shoot en plus ou ce genre de truc. Donc oui, il est vite limité. En fait, Keon Johnson, c'est un joueur de hand. C'est un joueur de handball où tu fais de l'attaque-défense et tu le fais changer tu le fais rentrer que pour la défense, quoi. Mais le problème, c'est qu'au basket, tu peux pas faire ça. Bah Donc, tu peux, mais si t'as un cas spécial et si t'es à ce point génialissime pardon en défense quoi. Genre, je sais pas, moi t'acceptes le compromis offensif d'un Rudy Gobert ou quoi, mais on parle pas de ça bien entendu. Mais ouais, ancien lycéen de très côté en plus à l'époque, top 20 ou top 25 de sa QV de lycéen. Je me demande à quel point c'était pas un peu le classique de dans les classements lycéens il va être très haut, sans doute trop haut. Par rapport à son jeu, mais parce que justement il est grand, long, athlétique. Enfin, tu vois, toi qui fais aussi beaucoup de scouting, on les connaît comme ça, les classements lycéens, où il y a quand même des mecs très athlétiques tout en haut, mais qui finalement se plantent parce qu'il n'y a pas trop les qualités basket derrière. Et en fait, c'est des mecs de plus tard dans la QV qui ont été mal évalués, entre guillemets, et que les classements de lycéens, il faut les prendre avec des grosses pincettes, en fait. oui, bah, totalement. Puis il avait qui est passé par Boston aussi, son coéquipier, là, Jaden Springer. Qui était de la même QV, qui était avec lui à Tennessee et qui a un peu le même profil en fait de très bon défenseur, mais en fait offensivement, il peut pas, Ouais. malheureusement, il peut pas enfin, il t'apporte rien et défensivement, un joueur qui, comme tu l'as dit, un peu à la Rudy Gobert et encore Rudy Gobert, il t'apporte pas rien parce qu'au moins t'as les écrans, t'as pas mal de screens intéressants. Là, sur ce genre de joueurs qui sont plus petits et du coup qui t'apportent pas vraiment de la protection de cercle, mais en fait, un joueur j'ai pas en tête un joueur qui est tellement bon en défense extérieure qui reste sur le terrain sur une équipe compétitive même s'il a rien offensivement. Pour moi, ça marche ça sur des intérieurs parce que la protection de cercle est à ce point importante que tu peux te permettre de le garder sur le terrain, mais sur des défenseurs de ligne extérieure comme ça, la défense extérieure c'est important, mais pas au point de t'handicaper offensivement. Et quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Brooklyn Nets 2025? Ma troisième stat du jour, c'est +10. Ouais. Et c'est l'augmentation de l'efficacité par rapport à la moyenne, donc du true shooting plus de Cam Johnson. Donc entre sa saison précédente et celle de cette année avec les Brooklyn Nets. Tout ça en étant passé de 19,6% de usage à 23% de usage. C'est une question en fait qu'on se pose souvent. Les fans de Celtics l'étaient posée quand Marcus Smart avait été tradé et que Derrick White allait devenir titulaire. On se pose souvent cette question de quand un joueur enfile un costume plus grand, est-ce qu'il aura les épaules pour en fait? Et est-ce qu'il va réussir à garder une bonne efficacité tout en ayant plus de volume de création? Et je trouve que justement Cam Johnson a montré cette année à Brooklyn que finalement il pouvait. Je trouve qu'on l'a beaucoup critiqué parce qu'il faisait pas forcément les efforts défensifs, ce qui n'est pas faux. C'est vrai que sur certains matchs que j'ai vus, il y a parfois eu des errements, notamment off-ball, où il pouvait être critiquable. Mais offensivement, j'ai trouvé que le joueur était très bon. On a vu du drive, on a vu du pick and roll qui était plutôt bien mené. On a eu de la finition off-ball. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà de l'époque de Phoenix. Tout en gardant son shooting, parce que on en parle peut-être pas assez, mais c'est un joueur qui est pour moi, qui est un shooter élite en fait quand on regarde le volume et l'efficacité. Donc voilà, Cam Johnson, c'est un joueur qui est arrivé en NBA assez vieux. Je crois qu'il a déjà 29 ans. Je pense que c'est un produit qui est assez fini, des côtés un peu très bon, 3D moderne en fait. Mais je trouve qu'à Brooklyn, voilà, il a développé un bout de passing et de connecting qu'on n'avait pas vraiment vu aux Suns. Et voilà, donc je voulais juste voilà, dire que Cam Johnson fait vraiment une très bonne saison, je trouve, et beaucoup plus que les critiques qu'on a pu lui faire, notamment pour les errements défensifs qu'on a vus cette saison. Peut-être qu'il n'avait pas trop envie d'être là aussi. Ouais, c'est ça. Disons qu'il faut un peu ajuster relatif, non pas à l'inflation, mais au contexte, on va dire.
C'est-à-dire que si tu m'avais dit qu'il était à fond défensivement, j'aurais été un peu surpris, quoi, à l'inverse. Mais non, mais en effet, alors j'avais noté une stat également qui était 1,7, qui était les possessions en sortie d'écran pour Cam Johnson cette année, 1,7 possessions en sortie d'écran, mais surtout 1,15 points par possession sur ce genre de situation. Cinquième meilleure efficacité de NBA, parmi les plutôt bons volumes, on va dire, de sortie d'écran. Et pourquoi? Parce que 39% à 3 points, c'est un des meilleurs shooters de NBA, je pense, en termes de shooting pur. C'est un mec qui, en plus, n'est pas que un peu statique dans le corner, mais qui a du mouvement aussi. Pour ça que je voulais utiliser la stat des sorties d'écran. Et peut-être qu'il y a des fans de Denver qui nous écoutent, mais clairement, il y a un aspect où autant Michael Porter Jr., c'était des sorties d'écran, mais c'était aussi beaucoup parfois de dribble and off, de jeu de main à main, où il aimait bien prendre la balle des mains de Jokic et puis se faire un peu son pull-up ou un step back ou ce genre de choses. Je pense que Johnson, et on l'a bien vu cette saison à Brooklyn, mais on l'a vu en carrière, c'est un mec beaucoup plus sobre de ce point de vue-là, mais aussi un peu plus dynamique, je trouve. Je dirais sur ce côté sortie d'écran où il va juste, je sors de l'écran, je prends un ou deux écrans, tu me files la balle, je shoot, quoi. Il y a pas de jeu de main à main, il y a pas ce genre de choses. Et bon, tu vois, c'est vrai que j'ai pas noté plus que ça parce qu'en effet, on est quand même sur une saison, je dirais, difficile à juger pour lui parce que le contexte est à ce point atroce. Mais en effet, en termes de shoot, on est parmi les meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que en théorie, il y a un peu moins de compromis défensif chez lui que chez d'autres shooters d'élite, tu vois, de type Luke Kennard. Je pense que je préfère le shoot pur de Kennard. Je pense que je préfère aussi la création de pick and roll de Kennard. Après, tu me dis, j'ai 32 minutes par match à donner à quelqu'un. Je pense que je prends Cam Johnson plutôt que Luke Kennard, qui, on sait, peut se faire cibler encore et encore et ne sera peut-être pas aussi viable défensivement en playoff. Non pas que Johnson soit génialissime, mais je trouve quand même qu'il montre un peu plus, ne serait-ce que de par la taille qui est fonctionnelle, quoi. Là où Kennard est quand même plus petit. Donc pour le même niveau d'effort, quand t'es plus grand, c'est quand même un peu plus facile, quoi. Oui, oui, puis en plus, il y a le. Alors oui, t'as le contexte, mais je pense, comme dit, que Cam Johnson, il va avoir 30 ans. Je pense qu'en vrai, on a un produit fini, en fait. Enfin, Ah oui. je pense pas il va se muter d'un coup en créateur de fou en attaque. Je pense qu'on a ce 3D connecteur. Je trouve juste que cette saison au Nets, avec le petit astérisque contexte, a montré, ou plutôt rappelé, que finalement Cam Thomas, c'était pas juste un finisseur, mais que tu pouvais aussi lui passer un peu la balle, pas pour avoir de la création pure avec quatre role players autour, mais voilà, dans un rôle d'un peu de connecteur, de fluidificateur de jeu, et que ça pouvait ne pas être désintéressant, enfin, Ouais. être intéressant, tout simplement. Cam Johnson, par contre. Je crois que t'as dit Cam Thomas sans faire exprès. Ah, Mais pardon, c'est l'équipe Cam des Cam, Johnson. mais on a bien compris. Alors, niveau contrat, il a 2026 qui est à 20 millions par an et 2027 à 22 et quelques. Donc voilà, il y a quand même un sacré différentiel avec les 40 et quelques de Michael Porter Jr. Mais en tout cas, voici pour la saison de Cam Johnson. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter, tu me dis. Mais sinon, on peut avancer. Bah tiens, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je croyais que tu parlais de ça, moi. 0,83, j'avais noté l'assist par usage, le ratio de playmaking de notre ami Dayron Sharp, justement, qui était aussi qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est un petit jeune du premier tour il y a 4 ans maintenant, il me semble, et qui a dès le début montré un peu des flashs intéressants. Mais c'est vrai que ça mettait un peu de temps à se concrétiser, en tout cas sur des gros temps de jeu. Déjà, sa première année, il joue 32 matchs à peine. Deuxième, 48 matchs, 61 matchs. Mais tu vois, c'est sur des minutages qui étaient 12 minutes, 11 minutes, 15 minutes. Donc c'était très sympa. On l'aimait bien quand on regardait un peu à droite à gauche les stats ou des flashs en match. Parfois, on voyait un truc par-ci, par-là. Là, bon, c'est pas une explosion non plus. On est quand même monté à 18 minutes par match sur 50 matchs joués cette saison. Et donc, bref, je parle un peu du passing parce que ça fait aussi pour moi partie de l'attrait du joueur, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le classique rim runner un peu sobre. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un côté, passing qui est très agréable avec lui, où tu peux faire des jeux de main à main, très basiques, hein, de dribble and off, mais presque un peu plus, où tu peux le mettre en tête de raquette, tu peux le mettre sur des systèmes en 5 out, il peut presque prendre des décisions, faire des passes à terre en tête de raquette, ce genre de choses. Donc le passing pour moi vient un peu rajouter à l'attrait de ce joueur qui est un pivot défensif, assez athlétique, mais qui mine de rien a un peu ce passing, quoi. Donc c'est quand même assez cool. Ouais, bah, c'était ma cinquième stat, Ah enfin ben voilà. c'était celle que je m'étais notée aussi, le 0,83. Et comme tu l'as dit, aussi bien sur short roll que sur dribble and off ou même en post-up, il y a vraiment des trucs sympas. Je crois que c'est
Azad, il me semble, qui avait fait une vidéo il y a pas longtemps ou qui avait reposté un truc sur X où justement il repostait des passes de Dairon Sharp et Ouais. t'as vraiment du passing. Alors, il n'y a pas tant de passing en mouvement que ça. Mais par contre, arrêté, il y a vraiment des passes où il trouve des angles et même des passes à rebond qui sont vraiment impressionnantes pour un joueur de sa taille. Et donc ouais, donc t'as vraiment cette valeur-là parce qu'en plus c'est un joueur qui, je cherchais la stat là pendant que tu parlais, mais c'est un joueur qui est vraiment un bon protecteur de cercle. Et, euh, et alors, j'ai pas fait la liste, enfin, j'ai pas fait de filtre pour comparer par rapport aux autres joueurs NBA, mais tu parlais tout à l'heure, on parlait de Claxton qui était à 2,8% de block percentage et 1,5 de steal percentage. Dayron Sharp, il est à 2,4% de block percentage et 1,9 de steal percentage. Oui. Donc, donc, au final, si tu additionnes les deux, donc les stocks percentage, donc c'est bloc plus steal, bah, au final, pareil, t'as les 4,3% de stocks percentage, qui est du coup le même 4,3 que Klaxon. C'est juste que Klaxon a un peu plus de blocs et un peu moins de style. Mais voilà, ça montre que le joueur est en plus un très bon créateur de turnover. Enfin, un très bon, je cherche le mot euh, défenseur de big play, on va dire. En défense. Donc c'est un peu le même discours qu'avec Claxton, Oui. c'est-à-dire que si tu as un joueur qui défensivement protège bien le cercle et crée des turnovers et qu'en plus offensivement il a le passing, pour un joueur de sa taille, bah, en fait c'est super valuable. Et du coup les Nets, t'as un peu ce truc, ils ont un duo où en fait quand on a un qui sort, t'as l'autre qui rentre, tu te dis bon c'est cool, on va avoir le remplaçant qui est en théorie plus faible que le titulaire et finalement en fait par rapport à ce qu'il apporte, t'as pas vraiment de baisse de niveau en fait dans les skills qu'il apporte. Donc ouais, Dayron Sharp, très bonne saison, je trouve, cette année en sortie de banc. Sur un minutage limité, forcément. Oui, effectivement, il y a cet aspect de. Donc, je vais la regarder. Moins 7% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est quand même très cool. Moins 7 ou. Attends, non, moins 6, pardon. Moins 6, pardon. Donc, c'est quand même sympathique, hein, mais c'est, comme dit également, pas que de la rim protection pure et dure. C'est un mec qui est un peu switch all, un peu mobile. Donc, de ce point de vue-là, t'as ce panel assez complet de mobilité, polyvalence et aussi un peu de protection de panier. Après, sur le côté playmaking défensif, moi ce qui me plaît, et t'en as parlé, c'est le quasiment 2% de steal percentage. Ça, c'est vrai que je répète, hein, mais c'est un indicateur intéressant du côté compréhension du jeu. Quand on a un pivot surtout qui est au niveau des 1,9% de steal percentage. D'ailleurs, tu parlais un peu de filtrage, mais bon, grosso modo, il y a lui et Isaac qui sont à la fois à plus de 2 et quelques pourcents de bloc et quasiment à 2% de steal percentage. Bon, Isaac est aussi un phénomène en soi, mais je me demande aussi à quel point est-ce que les chiffres sont pas un peu boostés cette saison par les schémas, tu vois. Parce qu'en carrière, il est plutôt autour des 1 et quelques pourcents de steal percentage et pas à 2. 2, ça serait vraiment assez exceptionnel. Donc j'ai peut-être hâte de voir l'an prochain qu'est-ce qui va en être. Mais on va dire que c'est un pivot intelligent mine de rien, tu vois. Si tu descends de 2 à 1 et quelques, ça me va, quoi. T'en as qui sont quand même beaucoup plus bas. Mais pour dire aussi, l'autre problème, par contre, c'est quid du scoring, en fait. Parce que le passing est très cool. On parle d'un pivot qui protège le panier, qui peut switcher, qui fait du playmaking, qui a des longs bras. C'est très bien, mais ça score pas des masses très bien, quoi. Tu vois, on a toujours été en dessous de la moyenne en termes d'efficacité au scoring. Tu vas voir, alors notamment, il a pas de shoot à 3 points, hein, pas trop. Alors il commence un peu à en tenter cette année, mais pas tant que ça. Donc il n'y a pas de jump shot en soi réellement, c'est que du panier. Et au niveau du panier, c'est autour des 60%, ce qui est pas très bon. Et ce qui nous donne donc, je disais, une efficacité générale qui là est pile au niveau moyen de NBA, mais qui pour les moyennes, pour les standards de pivot est un peu plus bas un peu plus bas que la moyenne des pivots en tout cas. Mais donc je sais pas comment juger un peu ça parce que le passing est cool, mais si tu veux, si on a qu'un big qui est là pour passer, juste faire des dribble and off ou des passes par le haut, c'est cool, mais il manque un peu un truc quoi. J'ai l'impression. Ouais, ouais. Puis en plus, je pense que, enfin, je suis pas sûr, notamment à cause de ce manque de scoring, que qu'il pourrait être un pivot titulaire. Parce qu'en fait, sur de courtes séquences, je crois qu'il joue quoi? Il doit jouer une quinzaine de minutes par match cette saison. En fait, sur 15 minutes, ça peut être un peu moins dérangeant. En fait, tu dis, bah ok, pendant 15 minutes, je vais avoir un intérieur qui va pas vraiment apporter sur le scoring, mais tu sais que tu vas pouvoir le faire jouer sur du passing, notamment si tu as beaucoup de mouvements off-ball autour de lui.
Par contre, c'est vrai que je le vois pas être un titulaire à 28, 30 minutes parce que si t'es un pivot qui joue 30 minutes, là obligatoirement ou même en sortie de banc, mais 26, 27 minutes, là t'es obligé d'apporter du scoring. Et par exemple, ça recoupe avec une vidéo que Azad a fait sur le Dreamcast Show sur Luke Cornet aux Spurs. Luke Cornet, par exemple, c'est un intérieur qui sortait du banc aux Celtics qui a développé du passing depuis 1, 2 ans, qui est devenu très intéressant, mais Luke Cornet, c'était aussi une vraie menace au cercle sur les rolls, une menace d'alley-oop, enfin une vraie menace au scoring en fait. Alors quand je dis vraie menace au scoring, c'était pas Anthony Davis, hein, mais je trouve qu'en sortie de banc, il y avait vraiment de la menace à la finition dans ce rôle de rim finisher. Alors que De'Aaron Sharp, tu l'as pas en fait. Enfin, tu peux l'avoir, mais elle est pas très efficace. Et du coup, à quel point les défenses vont pas complètement l'abandonner et du coup défendre à 4, enfin défendre à 5 contre 4. En fait, ce qui inquiète entre guillemets un peu, c'est le manque de toucher. Il n'y a pas trop de toucher de balles. Donc il y a un aspect où quand il reçoit la balle dans la raquette et que c'est pas évident, voilà, il n'y a pas trop la finition, il n'y a pas de flotteur, il n'y a pas de hookshot, il n'y a pas trop de moves comme ça, j'ai l'impression. Par contre, sur la pure finition en tant que rollman, tu vois, ce qui me rassure, c'est que bon, les stats de cette année sont cata, il est pas très bon, mais ça recoupe un peu avec ce qu'on disait sur Claxton, apparemment, tous les rollmen de cette équipe de Brooklyn sont nuls, c'est peut-être qu'il y a un truc à voir, et comme Claxton, si on regarde les saisons précédentes, il est pas mal, il est quand même plutôt moyen, voire même moyenne haute en termes de finition au panier. En fait, il faut juste pas que, il faut juste qu'on lui lance des alley-oops et qu'il puisse faire de la finition assez simple, mais il n'y a pas de création par ailleurs, quoi. Il y a pas de drive, il y a pas de toucher autour du panier à 2-3 mètres, etc. Mais voilà, ça reste un projet, 23 ans et demi, je crois, même pas 24 encore, qu'on aime bien depuis 3-4 ans, à voir comment ça peut évoluer. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça fait déjà 4 ans, les flashs c'est sympa, mais comme tu dis, on n'a toujours pas un gros minutage et c'est même pas encore sûr que ce soit un pivot titulaire NBA. Mais voilà, ça fait partie des jeunes pousses intéressantes, on va dire. En plus, juste pour finir, il y a un truc qui est intéressant, mais tu vois, sur ces 3 premières saisons, donc son free throw rate, donc son taux de provocation de lancer franc, était très élevé, beaucoup plus que la moyenne NBA. Euh, mais on en revient un peu à ce qu'on disait sur Claxton, où sur ses premières saisons, il avait du Kyrie Irving, il avait du James Harden, du KD, enfin, il avait des joueurs pour l'alimenter, mais c'était sur un petit volume. Il avait des joueurs pour l'alimenter près du cercle, et lui, après, de par son physique, pouvait provoquer des lancers francs. Alors bon, c'est pas un super shooter de lancers francs, mais voilà, t'avais ce truc-là qui, du coup, automatiquement lui apporte un peu d'efficacité globale et de scoring. Cette année, c'est sa première saison sur ces 4 saisons NBA, c'est sa première saison où son taux de provocation de lancer franc est inférieur à la moyenne NBA. Et du coup, voilà, à quel point c'est pas lié au fait que t'as tellement pas de guard play, en fait, d'extérieur qui peuvent vraiment l'alimenter dans des bonnes conditions, que ça fait chuter sa provocation de lancer franc. On peut dire que ça peut avoir peut-être un lien avec ça. Est-ce que tu as des stats sur Noah Clowney, pardon. Si tu n'en as pas, on peut juste en parler du joueur. Pour finir un peu sur les pivots, les jeunes pivots de cette équipe, qu'est-ce que tu penses de Clowney? Est-ce que tu l'avais scouté d'ailleurs à l'époque en 2023? Ouais, je l'avais scouté à Alabama. J'ai pas de stats particulières, si ce n'est que le joueur a dépassé enfin les 1000 minutes jouées. Donc le joueur prend du volume, mais la réussite n'est pas là encore. En fait, le profil théorique est assez intéressant. Bon, après, lui, il a que 20 ans. C'est que sa deuxième saison NBA. Il avait que 20 ans cette année. C'est moins. Voilà, tu dis, il a enfin dépassé les 1000 minutes. C'est pas anormal qu'un mec de 19 joue, joue aussi peu l'an passé. Et voilà, sa deuxième année. Oui, mais totalement. Surtout que en fait, c'est un profil qui est encore théorique, où en fait, tu as un défenseur polyvalent qui peut stretch offensivement. C'est juste que dans la pratique, pour l'instant, on a un joueur qui est encore inconstant et naïf défensivement. Ça fait pas mal de fautes bêtes, d'erreurs de lecture. Et offensivement, en fait, t'as exclusivement du catch and shoot à 3 points, et en plus immobile. Enfin, t'as pas vraiment cette valeur du catch and shoot en mouvement. Donc, à voir ce que ça va donner Ouais. en année 3. Offensivement, je pense qu'il sera qu'un finisseur, parce que, enfin, en tout cas, à Alabama, c'est déjà ce qu'il était. Et on sait qu'Alabama, donc coaché par Nate Oates, c'est une des équipes qui joue le plus, enfin, qui a un jeu le plus proche de la NBA parmi les équipes NCAA. Donc, en principe, quand on voit un joueur évoluer à Alabama, il y a de grandes chances que, enfin, il
il est assez proche en fait du jeu NBA. Et Clooney jouait déjà un peu comme ça dans un rôle un peu de vraiment de 3&D mais au poste d'intérieur, quoi. Donc offensivement, je pense qu'il sera qu'un finisseur. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'avait pas développé de passing. Et en fait, sa valeur pour moi résidera dans son shoot où je crois que enfin, si tu as un joueur de 6-10 qui peut enchaîner des pick and pop, les catch and shoot avec un haut taux de réussite, ça peut forcément avoir de la valeur. Défensivement, par contre, ça peut être super intéressant parce que je pense qu'il peut avoir un peu ce genre d'électron libre défensif, tu sais, ce rôle un peu de roamer, mais que tu peux aussi l'avoir sur du switch all. Pour le coup, je trouve que défensivement, il peut vraiment avoir cette polyvalence qui peut être très intéressante. Un peu, alors je pense pas qu'il atteindra ce niveau, mais dans le profil un peu à la Herb Jones aux Pelicans, où tu peux lui faire un peu presque toutes les couvertures défensives. Euh, donc voilà, ça peut être vraiment super intéressant défensivement. Offensivement, faut qu'il mette ses 3 points, quoi. C'est ça. Ce que j'allais te dire, c'est qu'il y avait un peu la promesse du 3 points de base, en tout cas dans la théorie du profil. Pour l'instant, bon, il n'y a même pas assez d'échantillons pour se prononcer. Il les prend, il les tente un peu, c'est déjà ça, mais on attendra pour confirmer. Cela dit, en fac, il était aussi 28%, je vois, en fac à Alabama, sur 120 tentatives, c'est quand même pas mal, hein, niveau de 36 matchs, 120 tentatives en NCAA, c'est pas mal, mais ouais, c'est un peu le point clé, on va dire, ce côté shoot, parce que si ça se débloque, c'est quand même beaucoup plus agréable et facile d'arriver à un niveau de joueur NBA, justement. Mais voilà, 20 ans, c'est peut-être un des plus jeunes de cet effectif, 21, je crois qu'il vient de faire 21. Est-ce qu'il te reste une cinquième stat du jour ou est-ce que tu veux que je t'en prête une? Euh, non, je crois que je les avais toutes, ouais, je les ai toutes faites. Eh bien, je peux partager la mienne. Je peux te partager la mienne. Moi, c'est 81%. C'est le pourcentage de paniers assistés de Zaire Williams. Alors, est-ce qu'on dit Zaire ou pas ou Zaire Williams, je sais jamais. Alors, bonne Donc, question. Zaire Williams, l'ancien top pick qui était 9 ou 10, hein, je crois, par Memphis à l'époque, en 2021, un top 10 de draft, qui donc, je parle de ça, 81% de ses paniers sont assistés. Autrement dit, c'est beaucoup. Or, pourquoi est-ce que j'en parle, à ton avis? C'est que, pour l'instant, alors que il a un profil très très assisté, on est sur quelqu'un qui est largement inefficace. En fait, il n'y a pas de scoring, quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas du tout de scoring au panier, il n'y a pas du tout de drive, il n'y a pas du tout de ce genre de choses. Ça ne se développe pas. Alors, je crois qu'il a été aussi drafté très jeune, hein. Mais bon, il y a 24 ans, bientôt 24 ans, 4 saisons NBA, 2 à Memphis, non 3 à Memphis, 1 à Brooklyn. Bon, ça ne vient pas et le problème c'est que il y a pas la création, il y a pas le côté un peu balle en main, même pas créateur d'Atou Mouajdi, quoi, tu vois, même un peu création occasionnelle, ça y est pas trop. Et en l'occurrence, le plus problématique pour moi, c'est qu'il n'y a pas le 3 points non plus, quoi. Et qu'on est sur, tu vois, 32% en première année, 27, 31, 34% pour ces 4 saisons NBA. On est en carrière à 31% en carrière. C'est quand même c'est quand même très très bas. Et on aime bien la défense. Je sais plus avec qui on en parlait, mais tu disais que la défense en soi ne suffit pas à faire de toi un joueur NBA. Il n'y a pas ce côté gadget, il n'y a pas ce côté joker défensif si t'es pas viable de l'autre côté. Je me demande, je pose des questions. Il a été re-signé, je crois, pour un contrat de 2 ans, un tout petit contrat autour des 10 millions l'année. Ils l'ont un peu conservé, ils vont continuer un peu le développement. On verra ça, il n'est pas si vieux que ça. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui a été drafté très tôt, je comprends le potentiel défensif. En effet, il est là. Je crois qu'on a un peu parlé tout à l'heure avec le côté playmaking défensif, création de turnover, 1% de block percentage, quasiment 2% de steal percentage, si je suis un peu gentil, que j'arrondis. Donc la défense est là, mais en fait, quid de l'attaque? J'allais dire du scoring, mais quid de l'attaque en fait, pour avoir un joueur viable. Pour l'instant, je suis même pas sûr que, tu vois, s'il n'y avait pas une Brooklyn ou s'il n'y a pas un Charlotte ou un truc comme ça, aurait-il une place dans un roster NBA? Je me pose la question. En tout cas, il n'aurait pas 25 000 par match comme il a eu cette année. Bah oui, je pense qu'il fait partie de ces prospects qui ont été un peu scoutés sur. En fait, il a la défense. Physiquement, il est intéressant parce que il est assez grand, assez long. Et Ouais. du coup, on va essayer d'en faire un joueur de basket, quoi. Enfin, c'est un peu dur ce que je dis, mais en fait, je trouve qu'il y a pas mal de. C'était un peu. Kai Jones avait aussi un peu ce truc-là, donc Oui. sorti de Texas, où en fait, c'est en fait, on a un joueur athlétique et on va essayer d'en faire un joueur de basket. Et bon, il y a un peu cette mantra en fait de dire que c'est plus simple d'apprendre à un joueur athlétique
de faire du basket qu'à un joueur de basket de grandir ou de devenir athlétique. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont drafté, Memphis, parce que pour le coup, si on regarde vraiment que les skills basket, moi, j'ai pas trop compris comment il pouvait partir top 10 ou enfin loterie, je sais pas comment il est parti, parce que bah déjà à Stanford en NCAA, t'avais déjà à ce moment-là, il n'y avait pas de shoot. Déjà à ce moment-là, t'avais pas le scoring. Il avait plus d'usage, mais il n'était pas plus efficace. Donc tu vois là, tu disais Ouais. à Brooklyn, il est beaucoup off-ball, beaucoup sur de la finition et il est pas efficace. Bah, alors je vais pas te rassurer, mais le peu de fois où il a eu de la création, il était pas plus efficace en fait. Donc, Ah ouais, c'est ça. oui, il y a vraiment ce côté, bah en fait, offensivement, qu'est-ce que tu peux faire, quoi. Parce que si en tant que créateur t'es pas efficace et en tant que finisseur t'es pas efficace, en plus lui il a pas spécialement le passing, bah ouais, ça limite beaucoup offensivement et c'est une des raisons. Je dis pas que c'est à cause de lui, mais c'est encore une énième raison qui explique pourquoi Brooklyn était si catastrophique que ça offensivement. C'est qu'en fait ils ont un paquet de joueurs comme lui, comme Keon Johnson, qui en fait sont des super défenseurs, des joueurs athlétiques, enfin des très bons athlètes, mais offensivement t'as pas grand chose à gratter en fait. Disons que pour faire un peu sa carrière, mais c'est intéressant que tu dises que tu as été surpris qu'il soit drafté aussi haut. C'est déjà un premier indicateur, mais que tu peines à t'imposer dans le Memphis 2022 ou 2023 qui est top 4 de sa conf, je comprends. Que tu peines à t'imposer plus que ça à 22 ans, et pas à 20 ans, mais à 22 ans, dans un Memphis de tanking 2024, c'est déjà un peu plus inquiétant, ou en tout cas notable, que tu ne montres pas beaucoup plus de choses. Encore une fois, à 23 ans, dans un Brooklyn encore plus qu'attaque le Memphis de l'an passé, ça l'est d'autant plus notable. Donc ouais, je sais pas, on verra. Hein, faut pas tout jeter à la poubelle. Parfois, t'as des talents qui se révèlent un peu plus tard, un peu sortis de nulle part. Bon, tu vois, t'as Jérôme par exemple, qui est un peu la surprise de cette saison, alors que c'était un nobody quoi. Il y a encore, il y a encore 8 mois, mais c'était plutôt un journeyman. Mais voilà, le point un peu sur Zaire Smith qui en carrière est à 94 de true shooting plus, je crois, ou alors c'est que pour cette saison. Je vais les vérifier. Ouais, 96 pardon cette saison, et donc moins 4% relatif à la moyenne, et en carrière moins 6%. Ouais, c'est pas assez costaud, on va dire. C'est pas assez costaud, mais peut-être qu'on fera le point d'ici 2-3 ans et que ce sera un peu plus solide, et qu'au moins on aura un petit jump shot. Ce serait assez cool. Et donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste des joueurs, pas forcément des stats, mais des joueurs que t'aimes bien, dont tu voudrais parler? C'est vrai que, alors j'ai vu que tu as fait le même choix que moi. Bon, on n'a pas parlé des vétérans de type Dorian Finney-Smith qui fait 20 matchs, Finney-Smith. On n'a pas parlé de Ben Simmons qui en fait 30. On n'a pas parlé de Russell qui en fait 29 à la fin de saison. On peut dire que bon, c'est cool, il est arrivé, il a porté la balle, enfin un peu de compétence en tant que porteur de balle. On n'a pas parlé de mecs comme ça, mais non, parmi les jeunes ou d'ailleurs les autres non jeunes, est-ce qu'il y a des noms qu'il te reste à aborder un peu en bonus en fin de podcast? J'ai pas grand chose à dire sur eux, mais c'est des joueurs que j'aimais bien à la fac et Ouais, finalement ils font ce à quoi je m'attendais. C'est Jalen Wilson de oui. qui sort de Kansas et qui finalement, je me demande si dans tous les jeunes, même si lui il a été drafté après 4 années à la fac, donc il a déjà 24 ans, mais finalement dans tous les jeunes joueurs des Nets et peut-être je vais pas dire le meilleur ou le plus talentueux, mais le joueur que j'ai trouvé bah, limite le plus intéressant cette année. Ouais, je Euh, suis d'accord. donc t'as vraiment eu, je trouve que t'as un peu de passing défensivement. Lui aussi, il est très bon et polyvalent. T'as pas encore le scoring et la création pour les autres, mais enfin la création pour lui-même, pardon, mais t'as un peu de passing et je pense que lui, d'ici 2, 3 ans, ça peut être ce genre un peu de role player très intéressant que t'as un peu, tu sais, septième, huitième homme dans une équipe un peu compétitive. Et l'autre qui pour le coup, je sais pas si on peut en tirer grand-chose, parce qu'il a joué vraiment très peu de minutes. Et lui, c'était un peu, je faisais un peu mon hipster. J'avais fait un thread pour en le scoutant quand il était encore à la fac. C'est Rhys Bickman qui avait été drafté par les Warriors. Je crois même en two-way d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, qui a fait des bouts de match au Nets cette année. Voilà, qui est un petit porteur de balle, enfin porteur de balle en tout cas à la fac, et que lui aussi d'ailleurs il rentre dans cette catégorie de joueurs qui en fait est plus intéressant défensivement qu'offensivement. Donc Ouais. voilà, c'était juste histoire de dire de le citer. Et si tiens, vu que je suis sur ton podcast, je vais juste le citer parce que lui pour le coup c'est un peu
c'est mon échec, je l'avoue. Enfin, un de mes échecs, parce que j'en ai un paquet dans le scouting. C'est Derrick Whitehead. Ah, j'allais te poser la question, Ouais. justement. J'ai- C'est ancien superstar, non, de lycée? Ouais, ancienne superstar de lycée qui était partie à Duke, qui avait eu pas mal de problèmes de genoux et de pieds, je crois, enfin pas mal de blessures, mais qui joue pas du tout. Qui joue pas du tout. Alors j'ai pas trop suivi, Ouais. est-ce que c'est à cause de blessures ou juste qu'il est pas dans la rotation, mais c'est un joueur qui joue très peu, alors que à l'époque de sa draft, je me souviens qu'on avait fait un podcast chez toi et que tu nous avais demandé c'était qui un peu notre sleeper, et moi j'avais dit Derrick Whitehead. Franchement, dans 3 ans c'est un All-Star. Et au final, bah, le mec joue même pas alors qu'il est honnête, quoi. Donc, voilà, gros échec de ma part. Après, il a que 20 ans. Et si on se fie aux stats, ce qui est évidemment très intéressant à faire sur un joueur qui a joué que 200 minutes cette saison, il est quand même à 123,8 d'efficacité, donc enfin 1,24 on va dire en point par tir. Sur 20 matchs, cela dit. Donc, Sur 16 matchs. sur 20 matchs, ouais, et 45% à 3 points. Donc ça vient de là. Non mais en effet, Whitehead, qui est même au niveau du RCSI, le classement, le consensus de tous les classements lycéens, premier de sa QV en 2022, QV de lycéen 2022, mais bon, qui n'était pas une grande QV non plus, mais voilà, c'est vrai, il y a un côté star qui pour l'instant n'est pas trop là. Mais non, je te rejoins sur Wilson, que j'aime bien, Wilson, pardon, qui est celui qui va le plus intriguer cette saison, celui qui m'a semblé le plus presque NBA ready, parmi tous ces petits projets un peu qui coûtent rien, qu'on allait chercher, qu'on va développer. J'aime bien. Après, il me faudrait quand même un peu de catch and shoot, j'avoue. Mais le côté intelligent, connecteur, passing, défense très cool, j'aime bien. Et le point de bascule, c'est est-ce que tu peux me mettre, allez, mets-moi 36% de 3 points, s'il te plaît, sur un bon volume, plutôt que 32-33. Ça pourrait être cool, ouais. Mais ça fait partie des mecs que j'aimais bien, en effet. Je pense que le shoot, bah, à Kansas, ça commençait à venir sur la fin de saison, et en tout cas les indicateurs de lancer franc sont positifs, donc à terme, pourquoi pas. Mais du coup, juste pour revenir sur une phrase que tu as dit, Ouais. tu as dit que c'était probablement le joueur le plus NBA ready. C'est un point qu'on aborde beaucoup ces dernières saisons, où en fait on voit. Avant, il y a quelques saisons en arrière, il y avait beaucoup d'équipes qui, tu sais, il y avait un peu ce truc de, bah, tu draftes très peu de prospects qui ont fait enfin, tu draftes pas très haut les prospects qui ont fait 3 ans, 4 ans de fac, parce qu'il y avait un peu ce raccourci qu'on faisait de, bah, s'il est vieux, enfin, plus il est vieux, moins il a de potentiel. Et en fait, on voit de plus en plus d'équipes qui draftent des joueurs, enfin, qui n'hésitent pas à drafter très haut des joueurs qui ont déjà 22, 23, 24 ans. Je dis pas que c'est forcément une bonne idée, mais je pense qu'il y a peut-être de plus en plus d'équipes qui se disent, bah, en fait, le joueur va être NBA ready plus vite. Et sans parler de drafter au fit ou au talent, c'est pas parce que t'es vieux que t'as pas forcément de potentiel. Oui, et puis un côté, bah, juste drafter un bon joueur, qui certes aura un plafond plus bas, mais au moins avoir un bon joueur, alors que si tu draftes au potentiel et que ça loupe, bah t'as personne. Et tu vois, on parlait de Kansas, mais je crois que c'est Denver qui va chercher Christian Brown, Mhm. qui est un peu plus vieux, et qui, ben voilà, ça marche. Au moins t'as un joueur de rotation. Bah, Alors que des Cam mecs Johnson, qui ont drafté au potentiel, ouais, t'as personne, quoi. Donc ouais, je suis d'accord. Oui, Cam Johnson aussi, ouais. T'as raison. Cam Johnson, à l'époque, il a quoi? Il a déjà 26 ans quand il se fait drafter top 10, top 11, je sais plus. Mais on est tous choqués devant la télé quand ça arrive à ce moment-là. Moi, je me suis marré, littéralement. J'y croyais pas. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Dernier nom, un de mes chouchous que j'aime bien, qui était dans ma All Peter Team, Trendon Watford aussi. Je suis content, il est parti aux Sixers. Il fait une bonne saison, il participe un peu à ce côté défense agressive, collective. Alors lui, c'est pas lui qui fait des interceptions, il a pas non plus un steal percentage si élevé que ça, il me semble, de mémoire. C'est pas un playmaker hyper vif, hyper voilà, côté explosif, mais très polyvalent. Et j'aime bien parce que c'était un peu de défense et passing, tu sais, un peu ce profil-là, l'ailier long, qui a pas trop de shoot, qui a pas trop de drive, mais passing et défense. Je suis content qu'il puisse aller aux Sixers, et après 2 ans où il fait un début de carrière à Portland qui est cool, assez cool, je trouve, aux Blazers. À Brooklyn, 2 ans un peu plus moyen, on va dire. L'an passé, surtout, il joue beaucoup moins. Là, il a joué un peu mieux, donc c'était cool. Mais voilà, Trendon Watford que j'aime bien, j'avoue. Mais je pense qu'on peut terminer là-dessus, sauf si tu as un avis sur les 6 matchs de Killian Hayes à nous dire. Je t'en prie. Non, ça, on peut finir là-dessus.
Je pense qu'on peut finir là-dessus. En effet, bon, on a essayé d'être le plus complet possible. Il y a des vétérans dont on n'a pas parlé, mais je vous renvoie vers d'autres équipes où ils ont été échangés. Je pense qu'on en parlera à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup, Titouan, d'être passé sur le Basket Lab pour parler de Brooklyn. Bah de rien, merci à toi pour l'invitation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et c'est vrai que, en effet, l'épisode est un peu particulier. Je ne fais pas les bilans depuis très longtemps, depuis 2-3 ans à peu près, mais depuis que je l'ai fait, ça doit être sans doute la pire équipe qu'on ait jamais faite, dans le sens où il n'y avait ni top prospect, ni vétéran. Alors il y a eu beaucoup de turnovers de vétérans, mais même pas de vétérans stars, quoi. Je veux dire, on a parlé de Claxton et Cam Johnson, mais voilà, Finney Smith, Schroeder, qui sont là tous pour 20 matchs, 15 matchs. C'est pas hyper intéressant non plus. Donc je pense que pour l'instant, c'est eux qui ont la couronne, les Nets, de l'équipe la plus pauvre en talent pur. C'est un peu ce qu'on a dit dans le podcast. Mais vous avez vu tout de même pas mal de choses intéressantes à raconter sur tous les jeunes pousses. Mine de rien, l'effectif est intéressant. Bref, donc voici pour Brooklyn. Je le rappelle, effectivement, je le fais à chaque fois, mais je rappelle que si vous avez envie un peu de vidéos, actuellement je fais une série de rétrospectives NBA 2025 où en 45 minutes, 1 heure, donc un long format, on fait un peu un décortiquage tactique de grands matchs de choc de la saison. Donc je vous renvoie vers la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Un peu le format des All Possession par exemple, ou le format découpé de NBA.com pour un match, mais avec des commentaires tactiques. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis côté audio, de notre côté, on va se retrouver demain pour la suite des bilans, avec demain les Philadelphia 76ers. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Titouan d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.